Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Aujourd'hui, podcast d'actu. Comme vous le savez, on est vendredi, il est 18h. On fait les mythos, on a enregistré la veille, mais c'est pas grave. On est sur le format actu, donc restons connectés numéro 12. Et aujourd'hui, on a décidé, et moi Jarod, et lui Rolly, puisqu'il faut qu'on se présente, d'être habillés pareil. Voilà. Alors on l'a pas fait exprès. Pour ceux qui ont l'image, on l'a pas du tout fait exprès, mais voilà. Décidément, je sais pas pourquoi, mais avant le Le podcast, hasard fait bien les choses. c'est ça. Ça fait ou bien ou pas, hein, parce que ça fait vraiment, tu sais, les faux jumeaux, tu sais. Donc, en plus, avant le podcast, je me suis dit que tu allais mettre ce t-shirt-là. Je me suis dit, je sais pas, est-ce que je me change ou pas? Je dis, vas-y, parce que moi, je t'ai habillé comme ça aujourd'hui, et toi, tu m'as dit, c'est le premier t-shirt Je qui viens de t'est le passé. mettre là. Donc bon, c'est pas grave. Écoutez, hein, on est resté encore dans le mood du UFC, ça doit être ça. Donc voilà, on n'est pas encore descendu du petit nuage. Et donc on continue avec la collection printemps-été du UFC 2023. Mais bon, c'est pas ça qui nous empêchera de faire notre petit podcast. Donc aujourd'hui, pas mal d'actu qu'on va essayer d'exposer, pas mal de jiu-jitsu brésilien cette semaine mélangé avec le MMA. Donc parce que l'actu le veut, donc on va en parler. Et on va commencer justement avec Israël Adesanya, qui va combattre ce week-end à l'UFC numéro 293. 93 qui aura lieu en Australie. Et donc, il va affronter monsieur Sean Strickland. Et Adesanya veut une victoire par soumission. Pour ce combat-là? Alors non. Et c'est là Non. où c'est marrant comment c'est mis en place dans l'actu, tu sais, où on penserait que c'est pour ce combat-là. Non. En fait, ça fait un moment qu'il en parle. Israël Adesanya veut une victoire par soumission dans sa carrière. C'est vraiment un objectif pour lui. Maintenant, ce qu'il dit, c'est que vu que Sean Strickland, s'il n'est pas stupide, il va chercher à lutter et donc à l'amener au sol, ça serait peut-être l'occasion en fait de la mettre en place lors de ce combat. Ouais. Ouais. Et en fait, il veut une victoire par soumission dans sa carrière, quoi. Il veut une victoire par soumission dans sa carrière. Maintenant, dans ce combat, je sais pas, parce que j'ai du mal à voir Sean Strickland quand même se mettre à lutter contre Adesanya. Alors c'est ce qu'il faudrait faire. Maintenant, est-ce qu'il a la capacité de le faire? Je sais pas, parce que vu qu'il y a quand même pas mal de bons lutteurs qui ont essayé d'amener Adesanya au sol, et on sait à quel point Adesanya a une faculté à rester debout et félin justement dans ses défenses de takedown. Du fait, on l'a déjà dit hein, dans les analyses, que ça soit un ancien, même actuel danseur de hip-hop. Et donc les aptitudes physiques qu'il a avec le hip-hop, qu'il a emmagasiné aussi en tournant chez chez Athos. Je veux dire voilà, chez Athos, chez Galvao, où la lutte est prépondérante chez justement les jiu-jitsu d'Athos. On sait que il est très très bon pour rester debout. Sean Strickland, D'ailleurs, il est encore là-bas. il est encore là-bas. Oui, je pense. Mais en fait, est-ce qu'il a vraiment été là-bas? C'est ça la question. C'est-à-dire que, en gros, je pense que Galvao, c'est son référent jiu-jitsu brésilien, mais Ouais, il ouais. vit en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est quand il doit être aux États-Unis, il doit aller s'entraîner là-bas. Mais par contre, l'essentiel de son travail, il doit le faire, à mon avis, quand même à la City Kickboxing. Oui, c'est sûr, ça. Mais je me demandais s'il était encore suivi par Galvao. Rien ne laisse présager du fait que non, en tout cas. Alors pour rappel, il est ceinture violette de chez Athos. Donc voilà, il a l'habitude de tourner avec les plus grosses têtes justement d'Athos. On en a déjà parlé sur le fait que pour moi, il le laisse bosser. Enfin, tu vois, il a une ceinture violette, mais qui n'est pas équivalente à une ceinture violette compétiteur de jiu-jitsu brésilien. Tu vois, qu'on transposera tout à l'heure quand on parlera de Dimitri Johnson, par exemple, c'est pas la même chose. Donc c'est-à-dire que quand on voit quand ils tournent avec eux, on sent que c'est de l'amusement pour les autres, quoi. Tu vois, c'est pas du tout le même niveau. Attention, ça veut pas dire que Israël Adesanya n'est pas bon au sol et qu'il n'est pas capable de performer au sol. Mais on sent que, tu sais, on va dire, on va mettre en trois groupes les ceintures de jiu-jitsu brésilien. Je pense, avec le temps, c'est comme ça que je trace ça dans ma tête. Le premier groupe, c'est loisirs. Donc, c'est des personnes qui viennent et qui s'entraînent et qui prennent de l'expérience, forte ou pas, hein, c'est-à-dire qu'ils font pas de compétition, mais tu as des mecs qui font pas de compétition qui sont extrêmement forts sur les tapis, mais avec lesquels on n'attend pas les mêmes aspirations que pour quelqu'un qui va faire de la compétition à haut niveau en jiu-jitsu brésilien.
Donc les premiers, c'est les loisirs. On va leur faire passer leur grade. Ils seront bons, mais ça sera pas l'excellence. Ensuite, on a effectivement les compétiteurs en jiu-jitsu brésilien chez qui on attend l'excellence, c'est-à-dire qu'on va pousser les ceintures, on va retarder l'échéance pour avoir les ceintures supplémentaires parce que justement, on veut déjà beaucoup d'expérience et puis performer un maximum dans chaque ceinture avant de passer à un autre grade, ce qui fait que derrière, bah, la ceinture a une valeur qui est beaucoup plus importante parce que c'est des gens qui s'entraînent 3 fois par jour, qui font des compétitions toutes les semaines face aux meilleurs du monde. Donc forcément, voilà, c'est des gens qui vont être très forts. Et maintenant, je mettrais une troisième case, c'est les ceintures de jiu-jitsu brésilien MMA. Tu sais, de gens qui s'entraînent en MMA et donc qui n'ont pas forcément le temps pour s'entraîner à 100% en jiu-jitsu brésilien, qui doivent adapter aussi leur jiu-jitsu brésilien pour le MMA. Et donc, c'est un style qui est plus épuré et plus adapté justement à la discipline complète qui est le MMA. Non, Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voilà, voir. ça ne veut pas dire que le grade n'a pas de valeur, mais de là à transposer ça sur une compétition de jiu-jitsu brésilien ou avec des compétiteurs en jiu-jitsu brésilien, c'est le jour et la nuit. D'ailleurs, on n'a qu'à le voir avec ceux qui ont une vraie ceinture noire de jiu-jitsu brésilien compétiteur. Je pense à Gilbert Burns, tu vois, ou ce type de personnes-là. On sent qu'au niveau du sol, c'est pas du tout la même chose. On sent que c'est pas le même niveau. Ça veut pas dire que les mecs vont gagner à 100%, mais quand ça va au sol, c'est leur domaine et on sent que personne ne peut les tester. Demian Maia, Gilbert Burns, qui en a d'autres. Bah, on parlait la dernière fois de Bouchécha, par exemple. Donc, Gary Tonon, tu vois, c'est des mecs qui certes peuvent perdre, mais par contre, quand ça va au sol, c'est leur domaine. Donc voilà. Et après, on a des ceintures noires comme Dustin Poirier, tu vois. Qui d'autre encore, comment il s'appelait déjà, qui avait eu sa ceinture noire après son étranglement, son Tyron bras. Woodley. Tyron Woodley, tu vois, toutes ces ceintures noires qui, certes, sont bons au sol, mais ça n'a rien à voir avec un niveau de performance d'un compétiteur. Ouais, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas le même sol. Mais tu peux être ceinture noire de JB en étant pas un puriste du sol, tu vois, une ceinture, comme tu dis, MMA, et être encore plus efficace que des mecs qui viennent du JB. Tu veux dire plus efficace dans la discipline du MMA? Oui, dans le sol MMA. Oui, oui, bien sûr. Oui, parce que le fait de mixer avec les frappes, déjà, si tu viens de la boxe et que tu sais prendre un coup et tu sais ce que ça fait que de prendre un coup, forcément, déjà, tu vas démystifier la frappe quand tu seras au sol. Ouais. C'est pas toujours vrai, c'est pas toujours vrai, mais en tout cas, il y a une certaine logique derrière. Donc là, si on revient à Strickland et à la possibilité que Strickland amène au sol, j'en suis pas persuadé. Parce que Strickland, c'est plus un striker qu'un lutteur, ou même qu'un grappleur. On sait que quand il a affronté Pereira, il a choisi de rester debout, ce qui a été une erreur monumentale puisqu'il s'est fait mettre KO dès le premier round. Et j'ai bien peur que ce week-end encore, il veuille rester debout avec Adesanya. Bah, comme tu as dit, déjà, je pense même pas qu'il puisse l'emmener, techniquement. Mhm. Ouais, non. Et même au sol, je le vois pas l'inquiéter. Ouais. Donc la soumission, ça sera peut-être pas encore pour cette fois-ci, même si durant l'entraînement médiatique, il a mis cette petite, tu sais, front headlock, tu sais, où il a pris la guillotine, il a fait sa petite planchette japonaise pour finaliser en guillotine en position montée. Après, ça se Technique, tente, hein. c'est quelque chose que j'adore faire moi dans ma pratique du jiu-jitsu brésilien. Donc j'ai bien aimé ce petit move là. Mais voilà, au moins faute de l'avoir mis dans la cage, il l'a au moins mis dans l'entraînement médiatique. Non, mais en plus, honnêtement, il veut tellement le tabasser, à mon avis, il veut le mettre KO. En plus, là, je sais pas si tu as vu la conférence de presse, ils se sont grave chauffés. Je Oui. pense qu'il veut lui faire mal. Ah non, mais il y a eu que des dingueries dans cette conférence de presse. Bon, déjà, eux deux se sont chauffés à la mort. Bon, déjà, moi, il m'a chauffé avec son déguisement de Crocodile Dundee aussi. Ça, c'est. Ah, mais quel personnage celui-là, quand même. On en a déjà beaucoup parlé, mais alors, Sean Strickland, c'est. En plus, moi, le nom Strickland, tu sais, ça me fait penser, je te l'ai déjà dit, au surveillant dans Retour vers le futur. Si jamais vous avez la ref, Strickland qui tire au fusil à pompe sur ses élèves quand il retourne dans le passé, mais tu sais, avec le passé parallèle, là, tu sais. Ah, c'est un ouf, ça, mec. Il me tue, moi. Il me fait de plus en plus rire, Strickland. Parce que toi, tu le prends au second degré. Ouais.
Mais Ouais, je sais ouais, pas ouais. si pour le second degré ou pas. Là, il vient de dire que genre, le fait d'être mature, tu sais, l'âge lui a donné de la maturité, que maintenant il respecte les femmes, qu'il respecte tout le monde. Mais à côté de ça, il dit que les femmes ont leur place dans la cuisine. Il dit qu'il aimerait bien qu'un SDF l'attaque pour pouvoir le tuer légalement. Ce mec-là, c'est tout un paradoxe. Il est fou. Mais il est fou. Mais je crois qu'il est vraiment fou. Ouais. Et on a Manel Cap aussi dans cette conférence qui a acheté une bouteille sur Keikara France aussi. Non, mais c'est avec Israël Adesanya qui s'est levé pour mettre un coup de pression à Manel Cap. Et t'as Non, mais Tuivasa au milieu qui savait pas il quoi faire. Il aurait dû besoin- écraser les deux. il- il était sur le point de dire, vous auriez pas une basket là, j'ai soif, j'ai besoin de boire. Non, alors autant cette UFC sur le papier en termes comment dire de matchmaking, c'est une catastrophe. Autant là, ils nous ont régalé. Non, mais même en termes de publicité, hein, il n'y a rien eu sur ce UFC. Franchement, mis à part la conférence de presse, là, il y a rien eu. Aucune com. Alors, est-ce que pour nous, Est-ce qu'on n'est pas biaisé par l'UFC Paris? voilà, exactement, parce que ça se trouve dans le reste du monde, ils en parlent beaucoup, mais c'est vrai que nous, on était Je suis même pas vraiment, sûr. Franchement, je suis même pas sûr. je sais pas, je sais pas. En tout cas, on verra. On va voir aussi, si on reste un petit peu sur le sujet de cette UFC, on va voir aussi Jourdain qui va faire son entrée, notre Français qui va faire son entrée. Jousset, Kevin Jousset. Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit Jourdain. Ouais, Kevin T'as Jousset. pensé à Charles Jourdain? Un Jourdain. Kevin Jousset qui va faire son entrée sur cette UFC-là, avec la petite sortie du coach d'Israël Adesanya qui a dit qu'il lui avait roulé dessus lors d'un entraînement. Je sais pas si tu as vu passer l'info. Donc, et ça a été confirmé par Adesanya. Honnêtement, j'en parlais avec un pote qui me demandait si je le connaissais et qu'est-ce que j'en pensais. Je ne connais pas du tout, parce qu'il évolue dans des organisations que je connais pas. Mais tu sais, je lui expliquais que quand tu t'entraînes tout le temps avec un mec, même s'il est très très fort, tu arriveras à le concurrencer. Parce que tu connais son jeu. Hmm. Mais ça fait pas de toi quelqu'un de forcément fort. Alors, je pense qu'il est très fort, hein. City Kickboxing, c'est un super club. Et de toute façon, s'il a signé à l'UFC, je pense que c'est ultra mérité. Mais c'est pas parce que tu domines un champion que tu es forcément ultra fort, tu vois. C'est juste une question d'habitude. Si c'est un partenaire d'entraînement. C'est ça. Non, moi je le vois tous les jours, hein. Il y a trop de monde qui me connaît. Tout le club te connaît. Tout le club me connaît et me roule dessus. Oh là là. Donc ouais. On va voir de toute façon le résultat de ce combat et on verra si ça finit par KO. Mais je sais pas pourquoi, mais par contre, à Adesanya, j'espère qu'il sera concentré quand même, parce que même s'il a toutes les capacités pour le fumer, parce qu'il est 1 milliard de fois meilleur, j'espère qu'il prend pas Strickland à la légère. Parce que Et Strickland, ça quand serait même, une erreur. Ça serait une il- erreur. Strickland, il- c'est un problème quand même, hein. oui, c'est un problème. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai comme un mauvais pressentiment sur cette UFC. Ça te fait la même chose? Je te jure que moi aussi. Ouais. En fait, à chaque fois que je me dis qu'un combat est grave facile pour le mec, il y a une couille. Mm. Eh ben écoute, c'est le seul attrait que j'ai pour ce combat-là, c'est de voir si surprise il y a. On va voir. On va voir. Mais normalement, Non, mais non, attends. on Bon, m'aligne. il y a quelques temps, là, je l'ai vu tourner au sol avec Zuckerberg, donc à mon avis, il est plus que prêt à des années. C'est toi qui me fais ma transition. T'as vu ça? Magnifique. Effectivement, bah, il me lance sa transition, donc je la prends au vol. Et effectivement, la deuxième info qu'on a, c'est cette fameuse vidéo où on a vu Mark Zuckerberg qui s'entraînait en grappling avec pas mal de monde, dont Israël Adesanya et dont Volkanovski. Alors, bien sûr, quand on est milliardaire, on fait pas les choses comme les autres, c'est-à-dire qu'il a un yacht avec des tatamis dessus. C'est-à-dire que le yacht, il a été construit pour faire du jiu-jitsu brésilien, j'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est une plateforme avec des tatamis et 2 moteurs derrière. Tu vois, c'est vraiment ça. Et les mecs, ils sont en pleine mer et ils sont en train de faire du jiu-jitsu brésilien sur ce bateau qui est taillé sur mesure pour la bagarre. Ils font ils ont fait une espèce de vidéo avec le générique de Mission Impossible où les mecs se mettent des coups de pompe. Enfin, tu sens que, tu sais, ils font un peu de la cascade, comme en souplesse arrière où tu vas dans l'eau. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, Oh, il kiffe, quoi. ils se sont fait des vacances de rêve. En fait, c'est vraiment ça. T'as une bande de passionnés, de combattants pros qui ont pris un bateau, un milliardaire, et ils se sont fait des vacances où ils se sont éclatés. Vraiment, pour le coup. T'as Volkanovski d'ailleurs qui l'a dit, que c'était un moment extraordinaire.
qui sont passés ensemble. Je veux bien le croire. Ouais, parce qu'à mon avis, il a dû les rincer autrement que sur ce bateau. Donc ouais. Bah, en Mais fait, lui, le truc, c'est qu'il est ultra fan. c'est ça. Quand tu as un milliardaire ultra fan de toi, c'est sûr qu'il va te mettre bien. Lui, c'est son kiff, lui. C'est ça, en fait, le vrai kiff, celui qui a vraiment pris un gros kiff, à mon avis, c'est Zuckerberg, pour le coup. Donc là, je pense que ça n'a rien à voir avec l'entraînement pour le combat contre Elon Musk, Non, parce que mais ça y est, j'ai zappé ça. ouais, il est tombé à l'eau. Donc, par contre, lui, il continue à s'entraîner. Lui est vraiment passionné. Je l'ai encore vu s'entraîner avec Muzumeshi. Enfin, en plus, le mec, bon, s'entraîne toujours avec le gratin. Il a eu sa ceinture bleue. Je sais pas s'il l'avait déjà, mais en tout cas, là, il est ceinture bleue du jiu-jitsu brésilien. Oui, on l'avait dit qu'il était passé ceinture bleue. Et visiblement, il veut continuer à s'entraîner pour continuer à faire des compétitions. Donc très bien. Le mec est affûté comme jamais. Le mec s'entraîne avec les meilleurs. Écoute, pourquoi pas. En plus, alors, sur la vidéo, on voit un quart d'image. Tu vois, je crois qu'on doit le voir un quart de seconde, Zuckerberg en train de tourner. Mais le quart de seconde, tu sais, il y a comment dire, il y a un moment, il y a une espèce de capture d'écran ou je sais pas quoi. Le positionnement, il est pas dégueu, hein. Les Mais, contrôles, les phases de contrôle, ils sont pas dégueux. mais Donc, ce qui est bien avec ce profil de mec-là, là, les ultra riches comme ça, là, passionnés, c'est qu'ils peuvent créer des choses énormes. Tu vois, faut pas oublier que la DCC, il part d'un milliardaire, hein. ouais, ouais, Donc, c'est vrai. si demain il veut monter une orga, une compète, il a le budget pour faire des trucs de ouf. Ben, il a le budget pour faire des trucs de ouf. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il met de la lumière sur notre sport. Et ça, par contre, pour le coup, c'est extraordinaire dans le sens où déjà, on avait vu qu'il y a des entreprises, tu sais, comme Google aux États-Unis ou même Meta, je crois, qui donnent l'opportunité de faire des cours de jiu-jitsu brésilien au sein de l'entreprise. Tu vois. Donc ça, c'est des choses qui sont parfaites parce que bah, ça donne accès à pas mal de monde, ça donne accès à des profs d'aller dans des structures et dans des entreprises, tu vois, je sais pas, alors c'est des CE, un comité d'entreprise, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais ça doit être le même concept. Donc d'avoir accès à ces entreprises-là avec le salaire qui va avec, c'est-à-dire la rémunération d'un CE, c'est quand même pas mal. Et ça serait bien si ça pouvait se démocratiser dans le reste du monde et en France particulièrement. Enfin, là, j'aime comment dire, la trajectoire que prend la discipline d'un point de vue, L'ampleur. déjà l'ampleur d'un point de vue mondial, mais aussi en France, avec la légalisation du MMA. Donc on le ressent, nous on l'a ressenti là, on a fait notre entrée mercredi soir et mercredi soir on avait 60 personnes sur le tapis. Enfin, c'est quelque chose qui était inenvisageable il n'y a pas si longtemps que ça. Les gens viennent parce qu'ils connaissent la discipline aujourd'hui au travers du MMA ou au travers d'autres organisations. Mais quand on voit que même l'UFC organise une compétition de grappling avec l'UFC Fight Pass Invitational, c'est bien parce que cette discipline qui était un peu encore secrète il n'y a pas si longtemps en France, par exemple. Bon, même si elle était de plus en plus connue et tout ça, on va pas se mentir, hein, c'était pas non plus les débuts du jiu-jitsu brésilien avec deux ou trois clubs en France. Mais, euh, mais là, on sent que ça prend une Non, grosse. là, c'est vraiment connu, là. Ouais. Donc très bien, très bien. En plus, comment dire, l'avancée médiatique, elle passe aussi par des grands noms du MMA. Et ça va me donner une transition toute faite pour l'actualité d'après. C'est-à-dire que Conor McGregor, là, a eu sa ceinture noire au SBG de Jiu-Jitsu brésilien la semaine dernière. Donc lui aussi, grosse personnalité médiatique, le combattant de MMA le plus suivi au monde, on peut dire ça comme ça, hein. Le fait qu'il ait autant mis en avant le fait qu'il ait eu cette ceinture noire, ça aussi, aux yeux du grand public et la valeur que ça lui a donné, tu vois, ça donne C'était une c'était un de discipline. ses rêves, hein. Je sais pas si tu as vu le tweet qu'il avait mis. J'ai vu passer le tweet qu'il avait mis en 2015. Ouais, je l'ai noté. Il a Tu dit, l'as vu? je veux deux ceintures en or, une ceinture en or de JJB et 25 millions en compte. C'est trop demandé? Je- Il a eu 50 fois ça sur son compte et tout le reste, il l'a validé. Et tout le reste, il l'a validé, même si il a mis du temps à valider ce dernier point. Parce que cette ceinture noire du jiu-jitsu brésilien, enfin, moi, je l'ai toujours connu marron, tu vois, ceinture marron. Déjà, à l'époque, quand il combattait pour les ceintures, justement, il était déjà ceinture marron. Donc, je me pose la question de qu'est-ce qui a fait que il ait mis autant de temps à avoir cette ceinture noire. Est-ce que c'est parce qu'il avait, et ça mettrait, en fait, c'est marrant parce que ça donne d'éléments, en fait, d'analyse sur la trajectoire de la carrière de McGregor en MMA. C'est-à-dire, j'ai l'impression
qu'à partir du moment où il s'est mis dans la boxe anglaise pour justement aller combattre contre Mayweather et ensuite continuer sa carrière, mais avec une prépondérance plus pour la boxe que pour le reste des autres éléments, c'est-à-dire la lutte et le sol, j'ai l'impression qu'il a complètement mis de côté la partie sol. Il a tout délaissé. Il avait tout délaissé, à part pour le camp contre Khabib où il avait fait essentiellement de la lutte. Mais de la défense de lutte. Ouais, de la défense de lutte, mais c'est tout. Après, il a fait que de la boxe. Ouais. Après, il a fait que de la boxe. Après, bon, il a fait son business aussi. Il a eu ses blessures. Il a eu toutes ces choses-là. Mais c'est, tu vois, quand je te disais, McGregor peut encore surprendre. Bon, même si on en parlera après, tout le monde ne le dit pas, mais s'il se remet dans les bons rails, s'il se remet dans le bon chemin et qu'il retravaille intelligemment, il peut encore performer. Il a tout pour pouvoir performer encore, tu vois. Et là, il y a quand même un point qui rassure. Tu vois, le fait que il se remette à travailler de la lutte, on l'avait vu, mais vraiment avec intensité. Tu vois, où tu sens que le mec il met sa combi de lutte et il y va, il travaille qu'avec des lutteurs et on voit qu'il est facile en plus et qu'il performe dans la lutte. Là, on le voit, il se remet à faire du grappling avec Cavana. Ça aussi, parce que on sentait que pour le coup, il faisait un peu ce qu'il voulait, tu vois, que Cavana était devenu un personnage secondaire et que c'était lui qui gérait ses propres camps, ce qui était une connerie monumentale. Et là, tu vois que c'est John Cavana qui lui donne sa ceinture sur un cours de grappling animé par John Cavana, tu vois. Donc ça veut dire qu'il a, comment dire, il a remis son prof à la place à laquelle elle devait être, c'est-à-dire Après, de toute façon, il va pas se mettre la ceinture autour de la taille tout seul, hein. non, mais je veux dire, ça veut dire qu'il ne s'entraîne plus que en forme de camp. Tu vois ce que je veux dire? Là, il est dans un cours collectif. D'ailleurs, il disait, je crois, Cavana, au moment où il lui a donné sa ceinture, que normalement, tu vois, on fait pas ça forcément comme ça dans un cours collectif, tu sais, en fin de cours collectif. Bon, alors que si, je le fais très bien. Donc, Si, nous, on fait ça. bah oui, bah, pourquoi pas. Ça crée la surprise, justement. Et donc là, il l'a fait à ce moment-là, mais sur un cours collectif. Donc ça veut dire que Conor McGregor revient au charbon, j'ai l'impression, tu vois, et se concentre sur son retour contre pour un éventuel combat contre Chandler, visiblement. Ouais. Et il a été félicité par Gordon Ryan. Je sais pas si tu as vu. Ah non, ça j'ai pas vu, tiens. Ouais. Qui a tweeté en disant que c'était plus que mérité et de le féliciter. Ouais. Donc, c'est une bonne validation. Puis il y a encore des gens qui remettent en question son niveau au sol. Elle est plus que méritée, sa ceinture noire. Oui, oui, oui. Bah après, félicité par Gordon Ryan, est-ce que Gordon Ryan a déjà tourné avec lui? Est-ce qu'ils se connaissent d'un point de vue martial, on va dire? Ou est-ce que c'est histoire d'associer son nom à une star comme McGregor? Tu vois, parce que j'ai l'impression qu'il se rapproche vachement du MMA Alors, avec John Jones et tout ça, je tu sais vois. pas s'ils se connaissent, mais il a des yeux. Il le voit tourner, comme nous on le voit tourner, et il sait qu'il mérite sa ceinture noire. Il n'y a pas besoin de tourner avec une personne pour voir. Enfin, tu vois ce qu'il fait contre Diaz, etc. Il tourne très bien, il mérite sa ceinture noire. Ah oui, il a un niveau technique qui est très bon. Enfin, il sait faire de la X-guard. Enfin, qui fait de la X-guard en MMA, par exemple? Rares sont ceux qui font de la X-guard en MMA. Et je sais plus qui s'entraînait là-bas et Cédric avec Doumbé. Doumbé, qui roulait sur tout le monde en grappling. Tout le monde de la blanche à la noire, il roulait sur tout le monde. Que c'était vraiment une machine au sol et que c'est juste qu'il n'exploitait pas suffisamment cet élément dans ses combats. Ouais. Donc, moi, je le dis et j'en démords pas, hein, que s'il se remet à travailler intelligemment de bons rails avec le fait de ressortir ses kicks, comme il avait envie de le faire face à Dustin Poirier pour leur troisième combat. Finalement, il y a eu la fracture. Mais s'il fait ça, s'il retravaille sa lutte, s'il travaille son sol et qu'il arrête de faire que de l'anglaise. Bon, après, j'ai vu autre chose qui m'a pas rassuré pour le coup, mais qu'il arrête de faire que de l'anglaise, ça peut redevenir un combattant peut être un bon top 5. Alors après, de là, aller chercher une ceinture, je sais pas. Mais rentrer dans le top 5 et performer dans le top 5, ça c'est sûr. Tu vois. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y Ah, crois écoute, plus.
Enfin, moi, t'y crois plus voilà, parce que tu te dis, en fait, moi, j'y crois sans y croire dans le sens où, justement, bon, on va passer à l'autre info qui, justement, comme ça, on va pouvoir pousser un peu le truc un peu plus loin, mais plutôt sur l'état d'esprit, sur le mental, plutôt que le physique ou la capacité technique. C'est-à-dire qu'il y a un combattant du TUF 31 qui se livre et qui dévoile les fautes professionnelles de Conor McGregor lors de l'émission du TUF. Alors, par contre, moi, je mets tout de suite des guillemets sur cette info-là parce que Kurt Holobos, je ne sais pas comment ça se prononce, mais bon, Kurt, on va l'appeler Kurt, qui accuse en fait Conor McGregor de ne pas s'être impliqué dans les coachings de sa team, faisait partie de la team de Chandler. Tu Ok. vois, c'est pas Ouais. quelqu'un de la team McGregor, c'est pas confirmé par quelqu'un de la team McGregor. Eh, Donc, dédicace. l'eau neuve. J'aurais pété au moins 15 bouteilles. C'est pas vrai, putain, mais quel escroc. En plus de voler des t-shirts, il a volé des bouteilles d'eau neuve. Alors, pour la petite histoire, puisqu'il nous montre l'eau neuve, donc il faut savoir pourquoi. Les bouteilles de À l'UFC. les bouteilles de l'UFC dans l'hôtel le Pullman, en fait, il y avait ces bouteilles-là, elles étaient partout, donc en libre service pour tout le staff de l'UFC. Donc j'ai beaucoup blagué sur l'eau neuve, qui était bien meilleure que l'eau vieille. Mais c'est surtout aussi que c'est une eau qui fait pisser de ouf. Je sais pas, mais j'arrêtais pas d'aller aux toilettes. Dès que je prenais le métro, un truc comme ça, j'arrivais, c'était la justesse. Alors l'eau neuve, franchement, faites gaffe. Si vous aimez l'eau neuve, voilà, restez près de chez vous. C'est tout ce que Pour j'ai à dire. faciliter les cuttings. C'est ça, c'est pour faciliter les cuttings. Mais c'est possible, hein. Mais bon. Donc voilà la petite histoire. Donc, comme je disais, il faisait partie en fait des vétérans de l'équipe de vétérans de Chandler, parce que sur ce tough-là, on l'avait déjà dit, mais il y avait l'équipe des newbies, en fait, des nouveaux arrivants qui avaient été choisis par McGregor, et Chandler avait dû récupérer donc l'équipe des vétérans. Qui était déjà passé à l'UFC, les vétérans. C'est ça, et qui cherchait à y retourner. Moi, je l'ai toujours dit depuis le début, c'était l'équipe à prendre parce que forcément, ils avaient l'expérience et ils avaient la dalle parce qu'ils avaient envie d'y retourner. Donc voilà. Et on l'a vu sur le TUF, on a vu qu'ils ont beaucoup plus performé justement que les nouveaux. Et donc, il explique, ce fameux Kurt, que les vétérans s'entraînaient de 10h à 16h, là où les jeunes s'entraînaient de 12h à 18h. Et donc, les vétérans, bah, comme ils avaient ce delta entre 16h et 18h, tu vois, quand ils rentraient tôt, il expliquait qu'ils pouvaient se faire à manger, prendre une douche, profiter du sauna, enfin, tu vois, avoir un peu la vie tranquille avant que les autres arrivent avec la moitié, en fait, de la maison remplie. Sauf que, la plupart du temps, enfin, assez souvent, les mecs rentraient beaucoup plus tôt, voire étaient déjà là quand ils rentraient de l'entraînement, parce que, en fait, l'entraînement était annulé, parce que McGregor ne se présentait pas à l'Apex, tout simplement. Donc, McGregor pas là, pas d'entraînement pour justement les jeunes du TUF, quoi. Sérieux? Ouais, c'est l'info qui est sortie. Euh, Moi, j'ai du mal. Enfin, Mais s'il n'était pas là, si les entraînements étaient annulés, il n'y a pas d'émission alors. bah alors, non, non, mais c'est pas à chaque fois, mais assez régulièrement. Assez régulièrement. Mais c'est vrai, après, bon, on n'a pas regardé l'émission. On ne sait pas s'il y avait. Ça serait intéressant si vous avez regardé l'émission du Top de nous dire s'il y avait plus d'images des vétérans que des jeunes, parce que ça peut être un élément. Derrière, on a vu quand même des images de McGregor en train de les entraîner. Si c'est le cas, McGregor présent ou pas, en fait, je vois pas pourquoi, parce qu'il est pas là, ils peuvent pas s'entraîner eux de leur côté, tu vois. Surtout qu'en plus de ça, enfin, il y a McGregor, mais il y avait aussi, tu sais, le coach Son n'est pas seul, staff. il y a le staff, donc qu'aurait pu les prendre en charge. Donc c'est là où, tu sais, je me dis, je sais pas, la véracité de cette chose-là, tu vois, de cette sortie médiatique. Euh, mais par contre, c'est vrai que s'il s'entraînait pas, ça peut expliquer pourquoi aussi il y a eu une grosse domination de l'équipe de Chandler. Ouais, je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait, ce format, il est très particulier. De quoi, le Le fo- tough? Ouais, tu t'entraînes du lundi au vendredi, tu combats le week-end, quoi. Ouais, sur 2 fois 5 minutes. Ouais, sur 2 fois 5 minutes. Donc je suis pas sûr que t'entraîner une semaine, ça change quoi que ce soit en vrai.
Oui, oui, oui. Non, tu veux dire pour les Ouais, ouais, victoires. ouais, pour les victoires. Ouais, ouais. Non, mais alors pour les victoires, oui, t'as pas que l'entraînement, mais t'as aussi, tu sais, l'énergie du groupe, la cohésion du groupe, le Ouais, lien ça, que tu c'est ça. coaches, tu vois, par contre, ça joue. C'est plus ça, je pense, qui joue. Ouais, parce que justement, en fait, il prolonge son intervention en disant que il avait vu les deux personnes, donc Chandler et McGregor, tu sais, s'entraîner dans l'énergie en fait qui dégageait. Et il disait que Chandler en voudrait plus que McGregor. Il dit, je l'ai vu s'entraîner, sa détermination, son volume d'entraînement, tous ces trucs-là. De toute Là où façon, ça se voit. Ça, on le sait, de toute façon. Chandler, c'est un fou de l'entraînement. Ça se voit. Le mec est oui, toujours affûté. Le ouais, mec, c'est un mec, même quand il va stopper sa carrière, il continuera de s'entraîner. Parce que c'est son hygiène de vie, il est comme ça. ouais. Oui, oui, ça c'est clair et net, c'est clair et net. Et donc, il rajoutait en disant que qu'il mettait sa pièce sur Chandler parce que lui irait plus loin dans le mental que McGregor, tu Je vois. pense aussi. Je pense Il a- qu'actuellement, oui. ouais. Maintenant, McGregor, on le voit s'entraîner. Est-ce que il tient à son retour? Tu vois, il tient à faire une bonne performance sur son retour. Est-ce qu'égoïstement, si jamais il se présentait pas, c'est pas parce qu'il s'entraînait de son côté? Parce qu'à côté de ça, il y a des images d'entraînement de McGregor avec son équipe. Alors, des images qui me rassurent pas, où il continue à frapper dans son bouclier, là, tu sais, le bouclier rond, où il fait les mêmes enchaînements continuellement, encore et encore, tu sais. Moi, je comprends rien aux vidéos qui sortent. Ouais, Honnêtement, des fois, il est balèze, des fois, il est mince. Tu sais pas quand elle date. Franchement, je prête même plus attention à ce qui sort. Des c'est fois, il vrai. sort des vidéos d'entraînement alors qu'il vient de poster un truc, il est à Cannes. Tu vois. Non, mais McGregor, ça a toujours été. C'est-à-dire que il a toujours contrôlé ce qui sortait de ses entraînements, des images qui sortaient de son entraînement. Dans le sens où déjà, il a sa société de prod, entre guillemets, avec MacLife, où déjà, c'est les images données par cette société de prod. C'est pas l'UFC qui gère, c'est MacLife qui envoie à l'UFC les images. Donc déjà, voilà, cette intelligence. Il n'a jamais vraiment partagé d'images de ses camps, ou très très peu d'entraînement. Et visiblement, à chaque fois qu'il partage des images de ses camps, c'est toujours la même chose. Enfin, ce fameux enchaînement, tu sais, qu'il va faire avec son crochet. D'ailleurs, dans les images du teuf, tu vois qu'il explique exactement la même chose. Enfin, tu vois, c'est exactement le même enchaînement. Tu vas pas me dire que le mec ne fait que ça maintenant. Tu vois qu'il a que ce combo et puis voilà, on n'en parle plus. Tu vois, on l'a vu en long, en large, en travers, où il explique qu'il envoie son direct, et puis en plus il revient, puis après il envoie son crochet, et t'as l'impression qu'en fait, qu'il a que ce combo-là. Il a que ce skill-là depuis. Mais quand tu le vois tourner avec un Yann Gary, parce qu'il y a une vidéo qui est sortie là où il tourne avec Yann Gary, qui fait d'ailleurs le double de McGregor. Un monstre. Bon, c'est impressionnant. Pour casser la distance, pour McGregor, c'est compliqué. Mais tu vois qu'il a d'autres cordes à son arc encore aujourd'hui, puisqu'il fait son coup de pied retourné façon capoeira, là, son mealua. Oui, j'ai un peu de termes en capoeira brésilienne, bien sûr, pratiqué un petit peu. Big up à Chapéu Duco et big up à Rui, euh, Rui Terra. Oui, donc son Mealua, là, où il envoie son petit coup de pied retourné. Franchement, c'est encore aussi stable. Enfin, tu vois, il le fait avec beaucoup de stabilité. C'est un coup de pied, si tu le travailles pas régulièrement, tu vois, tu peux pas le sortir. Donc, il le sort encore. Donc, je pense qu'il contrôle vachement les images de son entraînement. Par contre, est-ce que le fait qu'il ait été absent, s'il a été absent, est-ce que c'est pas égoïstement pour lui, pour se préparer lui de son côté? Ça peut être aussi une solution, bah, une explication, on va dire. Ouais, je sais pas. Honnêtement, se préparer, ouais, ouais. De toute façon, ils ont annoncé le combat pour début d'année prochaine, je crois. C'est ça? Tant qu'on n'aura pas l'affiche avec la date exacte, tu vois, moi, Ouais, ouais, ouais. fin d'année, début d'année, c'était sûr la fin d'année. Je vais combattre 2 fois en 2023 alors qu'il restait que Mais toi tu que vois, ça bloque Chandler. ça bloque Chandler. Et tu sais quoi, j'ai pensé à un combat de rêve qui se fera pas, ou en tout cas pas maintenant. Benoît Saint-Denis contre Chandler. Imagine le premier round. Ah, c'est une guerre atomique. C'est une- Atomique. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de Benoît Saint-Denis. On parlait de Gilbert Burns tout à l'heure. Il a dit qu'il avait tout pour être champion. Donc, et là, il n'a pas d'intérêt à le dire puisqu'ils s'entraînent pas ensemble.
Enfin, tu vois, autant ça serait Ah, quelqu'un c'est clair. qui s'entraîne avec lui, tu vois, voilà, mais non, je pense qu'il a convaincu lors de cette UFC Paris. Donc ouais, ouais, ce combat-là, oui, 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 pourquoi pas. C'est vrai que ça serait une sacrée guerre, hein. Mais en vrai, il y a plein de guerres qui attendent Benoît Saint-Denis, hein. Non, mais en fait, tous les combats qu'il fait seront des guerres. Mais Chandler, sur le premier round, on sait qu'il est quasi imbattable. Tu vois, c'est le mec qui va à la guerre sur le premier round. Donc ça ferait un truc de ouf. Mais c'est surtout Chandler, son niveau de lutte, en sachant que Benoît Saint-Denis, il a à cœur en fait d'aller chercher en fait tous les niveaux de combat sur tout le monde pour les tester. Donc ça serait intéressant de le voir justement aller chercher à lutter avec un Un Chandler. Chandler. Ah, mais j'aime bien moi ce qui se profile pour Benoît Saint-Denis, hein. J'aime bien ouais, j'aime bien tous les combats qu'il fera. De toute façon, ça va être intéressant parce que tu sais qu'il sera jamais dans le calcul et dans la gestion. Donc, et il a le cœur pour faire les 3x5 ou les 5x5 sans problème. De toute façon, il faut déjà qu'il aille jusqu'au bout des 3x5 ou des 5x5. Grave. Rappelons qu'il a que des finishes, hein, pour l'instant. Donc, et qui brise mentalement ses adversaires. Donc ouais, non, non, c'est intéressant. C'est très, très intéressant. Surtout qu'il a dit qu'à t'as vu, un niveau santé, tout allait bien. Oui, je l'ai vu. Ah ouais, il a pas de bobo. Je l'ai vu avec des béquilles, mais il a pas de bobo. Donc c'est que c'était pas suffisamment douloureux pour qu'il garde ses béquilles plus longtemps. L'homme est déjà à l'entraînement. Donc hâte de voir le prochain combat qu'il va signer, le prochain nom qu'il aura. Bah justement, on parle de l'UFC Paris. On a fini, tu penses, sur McGregor? Ok. On parle de l'UFC Paris et donc suite à cette UFC, petite info de Dana White, notre tonton Dana, comme dirait Eric de Fréquence MMA. Donc Dana White a annoncé que potentiellement la France avait mérité d'avoir un UFC numéroté sur son sol. Et ça, c'est pas une petite info parce que ça fait donc deux Fight Night qui se font à Paris. Deux fois où l'ambiance, elle a été extraordinairement bonne. Bon, même si Bah, attends. sur le Nick lui sa mère, hein, j'en vais pas en reparler. Mais il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Non, 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 mais parce que je le dis, parce que voilà, comme ça me permet de faire une petite réponse. Quelqu'un qui m'a mis dans les commentaires qu'il fallait pas le prendre au pied de la lettre et que c'était plus défonce-le, tu vois. Mais je l'entends parfaitement. Je me doute bien qu'ils ont rien à voir avec la maman du combattant. Mais c'est juste le côté. Tu vois, par exemple, c'est une ambiance de stade de foot, c'est ce que je déteste dans le foot. Tu vois ce que je veux dire? Le côté injurieux enfin, des supporters de football. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Non, mais en fait, moi j'ai été dans le public, j'entendais, et c'est vrai, je suis pas fan non plus, tu vois. Mais ça me choque pas. C'est juste, moi, je vais pas le dire, tu vois. C'est pas mon kiff de chanter ça. Mais bon, de toute façon, tu feras pas changer le public. non, mais je sais bien. Non, non, mais j'en ai parlé parce que voilà, Mais oui, c'est- mais je suis d'accord, hein, je suis complètement d'accord. je donne du respect à la personne qui se dresse en face de moi. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu as une personne qui vient dans la cage ou sur un tapis et qui vient et qui a le courage de venir, tu lui dois un minimum de respect. Tu vois? Donc, fume-le, tue-le. Bon, allez. Bon, ouais, j'aime pas trop, mais passe encore. Tu vois? C'est personnel, tu vois, tu vises la personne. C'est ça. Bon. Après, là aussi, tu vises la personne, puisque bien sûr, comme il m'a si bien dit, Tu vises sa maman quand même. mais tu Enfin, vises quand même. dans les termes, tu vois. Dans les termes, tu vises un peu sa maman. Mais tu m'avais dit, tu vois, tu ne penses pas que l'UFC, ça les impacte. Bah, tu avais raison. Tu avais raison parce que visiblement, bon, après, ils comprennent pas, hein, ce qui se dit, hein, mais et puis je pense pas qu'ils cherchent à traduire derrière, tu vois. Ah, je Mais pense que si, hein. Franchement, ouais, je pense qu'ils sont vigilants par rapport à ça, hein. ah bah donc dans ce cas-là, tu vois, ça pourrait, enfin, en tout cas là, Non, je visiblement, pense ça n'a pas. pas. Je pense qu'ils sont le public brésilien, etc. C'est au moins aussi hostile. Même les Ah, Américains, hein. Je pense que les Américains, c'est pareil, hein. je sais pas. J'ai jamais été marqué par quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, mais parce qu'à la télé, on n'entend pas. On n'entend pas pareil. Ah là, tu l'entendais, hein, que ça Vous soit entendez? sur. Ouais, mais parce que tu comprends déjà ce qu'il dit. Ce qu'ils disent, tu le comprends directement. Ça tilte dans ton cerveau. Je remets en question ton anglais. Et mon portugais?
Non, portugais, ça passe. Ah, vai por caralho. T'as compris ce que je veux dire? Eh ben, Non, j'ai pas compris. c'est pas glorieux, glorieux, je te le dis. Non, mais pour revenir à l'ambiance et au fait qu'il annonce un UFC numéroté, il y a quand même Bisping qui confirme, il l'avait dit déjà la première année, mais là qui reconfirme que le public français, c'est le meilleur public qu'il ait jamais entendu. Oui, c'est ça. Et C'est pour qu'un Anglais dise ça, c'est que c'est vrai, tu vois, c'est qu'il le pense vraiment. Parce qu'il y a eu des UFC en Angleterre, le public anglais est connu pour être très chaud, tu vois. Mais non, franchement, c'était énorme. C'est énorme ce qui se passe à Paris. Alors, c'est énorme qui se passe à Paris. Après, tu sais, on jouit d'une chose que les autres n'ont peut-être pas. C'est le côté, enfin, c'est notre hymne national qui a été beaucoup chanté, encore une fois, lors de cette UFC-là. Et là, je dis ça parce que je le pense sincèrement, tu vois. C'est pas une question de patriotisme ou quoi que ce soit, mais notre hymne, il y a un truc, tu sais, qui t'emporte dedans. Tu vois, il y a quelque chose de guerrier dans notre hymne, tu vois. Et pour comment, une discipline comme le MMA, quand elle est chantée, tu vois, parce que quand tu regardes l'année dernière, là où vraiment, tu sais, la vidéo qui a fait le tour du monde, où tu les vois les deux se retourner, c'est au moment où l'hymne national, elle a été chantée. Tu vois, quand t'as 17 000 personnes qui chantent aux armes citoyens, tu vois, c'est, il y a vraiment un truc, je sais pas, il y a un truc qui se fait. Et je l'avais remarqué déjà, bah, quand on fait des podiums, tu fais première place sur un championnat du monde ou quoi que ce soit pour l'avoir vécu, tu sais, sur des championnats du monde. Même si on est une petite équipe, on est 5, 6, 7, 8, tu vois ce que je veux dire? Quand tu as les 8 qui chantent cet hymne-là sur une première place de podium, et ben, ça fait pas la même chose que les autres hymnes. Déjà, il y a des hymnes qui n'ont pas de parole. Tu en as qui sont plus douces, tu vois ce que je veux dire? Mm. L'hymne américain, tu vois, par exemple, il y a un côté émotion, et t'as pas ce côté punchy de l'hymne, tu vois ce que je veux dire? Et donc, déjà, rien que ça, par rapport aux autres pays, déjà, t'as ce truc, tu vois, qui peut emporter une foule et qui peut donner une vraie pression, une vraie émotion, en fait, dans la salle. Ouais, possible. Mais même au-delà de ça, en fait, je pense que même si tu retires l'hymne, l'ambiance en général, elle est énorme. Oui, bon, on l'a senti, hein, Après, est-ce que ça vient pas du fait qu'il y ait une énorme frustration du public? En fait, c'est légal depuis 3 ans, le MMA. ouais. Donc ça fait 20 ans qu'on attend ça. Ouais, non, non, c'est possible. C'est possible. C'est vrai que ça se tassera peut-être aussi avec le temps où les gens seront un public, comment dire, plus aguerri, plus habitué, effectivement, Et là, qui, en fait, c'est le sport du moment. C'est le ouais. sport qui attire le monde, là. C'est l'endroit où il faut être pour les influenceurs, pour tout le monde. Mm. Oui, oui, que Et tu pratiques. puis, l'événement, c'est l'UFC, c'est une fois par an. Tu vois, on n'a pas des événements tout le temps, donc ça profite aussi. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a un événement numéroté, déjà les prix vont forcément tripler, parce que c'est pas le même prix une Fight Night et un UFC numéroté. Donc, tripler, ça veut dire que la place minimale, elle sera à 300 balles, là où Ouais. elle est à 100 et quelques. Donc déjà, c'est tout compliqué de remplir la salle. C'est clair. C'est clair. Ouais. Parce que Bah, le pay-per-view, ils vont pas. Honnêtement, le pay-per-view, le décalage horaire ferait que, aux États-Unis, je crois que quand Gann il combattait, là-bas, il était 15 heures environ. Pour le main event, là-bas, il est 15 heures, mais le vendredi, du coup. Donc en plein après-midi de vendredi. tu penses Donc, qu'il devrait décaler, décaler l'horaire de l'événement, je faire pense, combattre, ouais. Ou alors le faire le dimanche. ou alors le faire le dimanche. Il Ce qui n'est tomberait le samedi après-midi là-bas. c'est jamais arrivé, ça. Je sais pas. Je crois pas. Mais décaler l'horaire, ça serait relou. Quoique, en fait, je te dis ça, c'est pas possible. Oui, puisqu'en fait, eux, ils tablent sur c'est vrai que c'est le samedi soir, normalement. Donc, s'ils font le dimanche en France, effectivement, ça tomberait le samedi là-bas. Ouais, mais Parce que après-midi. t'as des placements médiatiques. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu as le Bellator, c'est le vendredi.
L'UFC, c'est le samedi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'as cette réflexion-là et tu vois, limite peut-être cette obligation médiatique-là, tu vois, d'être dans les clous en termes de positionnement, tu vois, dans le jour de la semaine. Donc, je sais pas si ça serait possible. Ouais, ça serait compliqué. Mais ça se fait, puisque regarde, ils le font en Angleterre. Ils ont fait des pay-per-view en Angleterre. Il y a déjà eu des UFC numérotés, non? Oui, sûrement, puisque t'as vu la dernière fois Edwards. Edwards, ça devait être un numéroté. Oui, c'est un Ça. numéroté. Oui, c'est un numéroté. Mais donc, ça s'est fait le samedi, pas le dimanche. Ça s'est fait le samedi. Et ça s'est fait aux horaires de Londres. Non, non, je pense que ça se fait, hein. Je pense que ça. Mais regarde, quand ils font les numérotés à Abu Dhabi, tu vois, c'est pareil en termes de décalage horaire. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que c'est le mec d'Abu Dhabi qui finance, tu vois. Lui, il comble quasiment les pay-per-view. Le manque à gagner, oui, oui, bien sûr. Écoute, je sais pas. Je saurais pas te dire comment ils vont s'organiser, mais en tout cas, il en parle. Je pense qu'aussi la performance des Français, le fait que 7 Français sur 9 aient remporté leur combat, en sachant qu'il y a eu un combat franco-français en plus de ça, C'est donc ça, en fait. Donc, c'est quasiment 8/9. voilà, c'est ça, euh, qui, euh, qui ont rempli leur contrat. Donc, on a montré que les Français étaient en capacité de gagner aussi leur combat. Donc ça, c'est une bonne chose. Et bon, au-delà de parler de numéroté, il a parlé de faire plusieurs événements aussi en France, que ce soit sur Paris ou dans d'autres grandes villes françaises. Donc, c'est-à-dire que sur une année, on pourrait voir beaucoup plus d'UFC arriver en France, en fait, tout simplement. Alors, quand je dis beaucoup plus, bon, je pense qu'il n'y en aura pas 12 hein, non plus, mais on pourrait en avoir deux, trois peut-être. Deux, Moi, deux, trois, je pense. Ouais, deux, à mon avis, hein. Pas être trop gourmand non plus. une Fight Night et un numéroté, peut-être. Non, je pense que le numéroté, ça sera une fois de temps en temps. Oui, pas tous les, ouais, non, pas tous les ans, ça c'est sûr, pas tous les ans. Enfin, quoique, à voir, hein, à voir. Pourquoi pas? On sait pas comment ils s'organiseront et quel. Bah après, tu sais, tout va dépendre de qui est champion au moment actuel. Est-ce qu'il y a des Français qui ont une ceinture? Si un Gane prend une ceinture, ça peut tout changer. Si une Manon Fiorot prend une ceinture aussi. Oui, 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 non, on est d'accord, on est d'accord. Non, et puis surtout aussi ce que j'allais dire, quelle place ils vont mettre sur le marché français en fait pour l'UFC, tu vois, ou le marché européen. Tu vois, s'ils sentent qu'il y a beaucoup d'ampleur à prendre le marché européen, tu vois, ça peut jouer aussi. C'est ça le truc. En tout cas, là, pour l'année prochaine, l'année 2024, petit problème pour l'UFC Paris de septembre en général, puisque là, ça fait 2 années qu'ils font ça en septembre, donc ça pourrait être un rendez-vous, mais l'année prochaine, il y a les JO. Donc juillet, août, septembre, déjà, tu oublies l'UFC. Concurrence déloyale, là, pour le coup. Les JO vont prendre trop de place en termes de gymnase, déjà, en termes d'événements, en termes de lieux, en termes de public, en termes de beaucoup de choses, de désagréments, et en termes En de, fait, aussi, de, de, de- ça dépend. Ça dépend où tu le fais. Ça serait l'occasion de partir ailleurs, dans le sud. Ouais, mais quand même, c'est un gros risque à prendre pour l'UFC. D'essayer d'être en concurrence avec les JO, c'est quand même compliqué. Je sais pas. Comme ça se Non. passe en. Alors, sur septembre, tu es sur les JOP. Ouais. JOP, c'est quand même un public qui est. C'est pas tout le monde qui va voir les JOP. Ah ouais. On va pas se mentir, c'est la vérité. Donc, non, je pense que c'est jouable, hein. À voir. À voir. Mais en tout cas, voilà, ça peut décaler en fait l'événement, on va dire habituel qui est Traditionnel. traditionnel qui est en train de se mettre en place. On reste sur les infos de cette UFC Paris, mais avec une mauvaise nouvelle entre guillemets. Cyril Gane s'est fait cambrioler pendant l'UFC Paris. Bon, cette info, comment dire, c'est pas l'info qu'on a envie de traiter parce que voilà, c'est triste, c'est malheureux, mais c'est pas, comment dire, une fois que tu as dit qu'il s'est fait cambrioler, que le montant est de 150 000 euros, tu sais, qui lui a été volé, t'as pas grand chose d'autre à dire. Par contre, au-delà de ça, il a fait une sortie médiatique après ça où il a expliqué son ressenti et ce qu'il pensait en fait de ce cambriolage. Et là, c'est beaucoup plus intéressant d'en discuter parce que en fait, c'est sur son changement de vie, tu sais, son changement de statut
et le fait qu'il n'ait pas été assez précautionneux pour se prémunir de ce changement de statut. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc déjà, il faut rappeler que la police a été appelée à 7h30. Donc ça veut dire qu'ils ont tapé chez lui très, très tôt, le jour de l'UFC. Visiblement, ils ont repéré les lieux et ils ont attendu que sa femme et ses 2 filles, parce que c'est important, ça comme information par contre, sa femme et ses 2 filles sortent de l'appartement pour pouvoir rentrer et pour pouvoir voler donc le montant d'une valeur, comme j'ai dit, de 150 000 euros chez lui. Donc, par chance, il n'y a pas eu d'implication justement avec sa famille, il n'y a pas eu d'interaction avec les voleurs, donc ça c'est une bonne chose. Et donc, il explique que pour lui, il n'a pas été assez prudent, que il pense en fait, jusqu'à maintenant, il pensait qu'il n'attirait pas le mal, ni la jalousie, ni rien, en fait, tout simplement, que c'était quelqu'un de simple, qui voulait de mal à personne, qui faisait sa vie, tu vois, qui voulait garder une vie normale, continuer à vivre comme tout à chacun, et donc il n'a pas pris plus de précautions que ça. Malheureusement, c'est arrivé. Il a eu, je pense, très peur. Alors lui, pour le coup, voilà, il dit que c'est que du matériel et tout ça, et il a raison de penser ça. Mais je pense qu'il a quand même eu dans sa tête, et il le dit dans un coin de sa tête, que sa famille aurait pu être là et qu'il y aurait pu avoir d'autres implications, c'est-à-dire une séquestration, peut-être de la violence sur Dans sa tous femme. les cas, un cambriolage, c'est ultra traumatisant. Même si tu ne croises pas les cambrioleurs, le fait de se dire que quelqu'un a pénétré chez toi, dans ton intimité, c'est ultra traumatisant. C'est ça, c'est ça. Et donc, il prend comme exemple, en fait, ses amis footballeurs qui se baladent toujours avec des gardes du corps ultra armés, tu sais. En plus, ses amis footballeurs qui sont, eux, habitués au cambriolage, hein. Parce que chaque match du Paris Saint-Germain, il y a des joueurs qui se font cambrioler. Et donc, bon, je pense qu'ils ont aussi ils ont une sécurité chez eux, tu sais, qui est plus poussée que nous, quand même, lambda, tu vois. Et donc, il commence à prendre conscience que derrière, il va devoir peut-être avoir cette vie-là et ça le fait chier. En fait, c'est ce qu'il dit, ça le fait chier, en fait, de se dire que maintenant, il va être obligé d'être suivi, en fait, tout simplement, de ne plus être quelqu'un de lambda, en fait, tout simplement. Et c'est intéressant de voir ça, enfin, Après, d'avoir ce point de son vue-là. ascension, elle a été tellement rapide que je pense que tu ne dois même pas devenir célèbre. Oui, mais à côté de ça, tu vois, Pour toi, t'es normal, tu vois. Pour toi, c'est normal ce qui se passe, mais non, en fait. Surtout que lui a été très, très exposé. Au-delà des médias et tout, lui-même a été exposé parce qu'il fréquente des célébrités, justement. On le voit un peu partout, il a fait des matchs de charité, etc. Donc son visage est grave connu. Et en plus, ce qui est, tu vois, tous les salaires sont révélés, on sait combien il gagne exactement et tout. Donc c'est tout ça, exact. ça rentre en compte, hein. Et justement, c'est ce qu'il disait. En fait, il disait qu'il ne cachait rien. Enfin, parce que voilà, il se sentait pas obligé de cacher. De Il toute pense- façon, l'UFC montre tout. Donc tu peux pas cacher. oui, mais tu sais, comment dire, il montre tout. Il montre les salaires qui sortent. Mais après, tu sais, t'as tous les à côté, les pay-per-view et tout ça, ça ne le sort pas forcément, tu vois. Donc c'est plutôt le salaire flat qui sort en règle générale. Non, non, ils Et sortent tout. Ils sortent ouais, tout, l'UFC. ouais, mais ça sort plus tard. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc effectivement, et on sait qu'il a gagné pas mal d'argent ces derniers temps. Et puis ouais, non, non, ça ne peut qu'attirer les convoitises. Mais lui, voilà, il pensait pas que les gens allaient être jaloux de sa situation, en sachant que c'était quelqu'un de lambda qui avait galéré en plus, tu vois ce que je Les veux gens, dire? ils sont jaloux de leurs voisins qui achètent une plus belle voiture qu'eux. Alors, on Alors en est là. c'est du leasing, en vrai. Non, 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 mais après, être plus prudent, bon, c'est normal qu'il ait des regrets, mais tu peux pas t'en vouloir, tu vois. Être plus prudent, ça, je peux comprendre, hein. Franchement, c'est compliqué de se dire, je veux un garde du corps et tout. Enfin, mais de se dire, je vais vivre avec ça. c'est surtout ça, en fait. C'est-à-dire que c'est pas le fait de se dire je vais prendre un garde du corps. C'est de ne plus jamais être seul avec toi-même, tu vois. C'est déjà quand tu es une célébrité et que les gens viennent et tu vois, il le disait dans une interview il y a pas longtemps quand il a perdu contre Jones, les gens qui se permettent de venir et de s'asseoir à côté de lui, de dire ah vas-y, gagne. T'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, tu sais. En vrai, t'entraîner avec Rabib, tu sais, il a raison et tout ça. Enfin, tu sais, des gens qui se permettent en fait d'être familiers avec lui et de lui expliquer la vie comme si eux faisaient quelque chose de la leur. Tu vois ce que je veux dire? Comme si c'était vraiment des coachs ou des gens qui connaissent la discipline ou qui ont vécu cette discipline à ce niveau-là. Tu vois, donc déjà ça.
déjà là, t'as plus une vie normale et tu dois garder ton calme parce qu'en plus, si tu t'énerves, tu passes pour un con. Tu vois, ils vont dire, ah putain, il est pas cool, tu vois, moi je l'ai croisé, c'est un vrai connard et tout ça. Alors que, en vrai, c'est juste que t'es le centième de la journée qui vient et qui lui dit exactement la même chose. Mais au moins, tu peux rester seul, tu vois. Et là, en fait, de te dire que tu devrais peut-être sortir, toi et ta famille, avec quelqu'un qui te suit constamment, comme un Mayweather, en vrai, qui a toujours 3-4 gardes du corps autour de lui, comme Jack Paul, comme tous ces mecs-là, en fait, qui ont toujours une équipe, en fait, qui sortent toujours en équipe. En fait, tu te dis que tu ne peux plus jamais être quelqu'un de normal. C'est-à-dire que forcément, quand tu vas sortir, tu attireras toujours l'attention parce que tu seras toujours avec des mecs, déjà que lui est balèze, mais Après, toujours avec des honnêtement, balèzes. je pense pas que ça soit à ce niveau-là où les besoins d'un garde du corps 24/24 avec lui. Ça serait peut-être, oui, renforcer la sécurité autour de chez lui. Peut-être avoir un gardien, tu vois, un mec qui reste là. Mais pour lui-même, je pense pas qu'on en soit là. Ouais, ouais. Bon, déjà, il faut vouloir s'attaquer à lui, déjà, pour commencer. Mais Déjà, premièrement. par contre, il le dit, hein. Il le dit que si, là, c'est que du Madal, mais que si femmes et enfants avaient été touchés, il aurait eu envie de faire très très mal aux personnes qui auraient œuvré dans cette action. Tu vois ce que je veux dire? Logique. Et prendre un parpangan quand tu vois la taille de ses mains, quand tu vois le score qu'il fait à la machine à frappe, je pense qu'il peut décapiter quelqu'un. Je pense qu'il peut décapiter quelqu'un. Donc ouais, non, valait mieux que ça se passe comme ça. Mais ouais, non, c'est compliqué. En tout cas, oui, effectivement, psychologiquement, faut s'en remettre. Tu vois, c'est le genre de truc où tu te dis à chaque fois qu'il va partir. En fait, c'est le problème, c'est ça. C'est aussi le côté psychologique où tu te dis à chaque fois qu'il va partir pour combattre, quel que soit l'endroit où il va être, il aura sûrement dans un coin de sa tête. Et putain, et si ça recommence? Et si cette fois-ci, il y a ma femme et mes filles qui. Là, pour le coup, tu vois, il y aura des gens chez lui. Il va laisser du monde chez lui. Ouais, ouais. Et il aurait raison. Il aurait raison. Parce que honnêtement, je crois que tu peux pas être serein sinon. Tu peux pas être serein. Tu peux pas aborder une fight week. Tu peux pas aborder un combat si dans un coin de ta tête, tu te dis putain, ça se trouve, il y a des mecs chez moi, tu vois. Mm. S'ils sont venus une fois, ils reviendront. Parce que c'est ça le truc. En fait, quand tu parlais tout à l'heure du côté traumatisant de C'est quelqu'un ça, qui rentre c'est ça. dans ton intimité, c'est que tu te dis potentiellement, ils peuvent revenir. S'ils l'ont fait une fois, c'est qu'ils peuvent le refaire. C'est Donc, parce que dans ton esprit, dans notre esprit, on est tous en sécurité chez nous. Tu vois, une fois que tu as fermé ta porte, tu te relâches complètement. T'es posé. Mais le fait de se dire, putain, il y a quelqu'un qui peut rentrer en fait à n'importe quel moment. Quand je dors, quand je suis pas là, ouais, c'est chaud. après, chez moi, ma famille, ils sont pas en sécurité parce que le vrai ouf, il a les clés de la porte. Donc, c'est quand je sors qu'ils se sentent mieux. T'imagines? Oh putain, le con. Va combattre. Pars en fight week. Vas-y, Allez, va. Fight Week, combat toutes les semaines. Non, non, ouais, c'est vrai. Donc ouais, non, non, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, notre Cyril Gane, pendant qu'il était dans l'octogone, bon, ça va me faire une transition toute faite aussi. On en a parlé quand on a fait le débrief de la carte de l'UFC Paris qui est sortie en début de semaine. Il a refusé de combattre Aspinal. On passe du tout au tout, mais c'est pas grave parce que ça fait une transition sur l'actu d'après. De combattre Aspinal et Aspinal a décidé de ne pas s'acharner, en fait, tout simplement. Il veut pas de moi, bah tant pis, je passe à autre chose. Comme il dit, je suis pas un intimidateur. Alors, j'ai pas aimé le terme que j'ai lu, un forceur. Je préférais dire un forceur. C'est pas un forceur, tout simplement. Il a pas envie de lui imposer ce combat. S'il pense que c'est pas le combat à faire, bah c'est pas le combat à faire. De toute façon, l'UFC, d'après ce que j'ai compris, a refusé le face à face dans la cage. Ils ont pas Oui, voulu. mais j'ai pas compris. Alors, il y a deux solutions, il y a deux raisons que j'ai en tête. Soit ils veulent pas faire ce combat et donc ils lui ont dit non, tu montes pas. Mais alors, dans ce cas-là, Je pourquoi finis ne les pas. et Vas-y, après vas-y. sinon je perds le fil. Soit tout simplement c'est pas non plus la politique véritablement de l'UFC, même s'ils l'ont fait quelques fois là ces derniers temps, mais c'est pas forcément passé. Franchement, c'était un peu malaisant et tout ça, et donc ils ont dit ouais, c'est bon, on va arrêter de faire des face à face, on va pas rentrer dans ce truc habituel de faire des face à face
dans la cage, tu vois, pour rien, tu vois. Vas-y. Ouais, ouais, ouais. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas lui dire direct? Parce qu'en fait, Aspinal, il l'avait dit, tu vois, dès la fin de son combat, son dernier combat là contre Tibura. Avant Il même, avait dit, même voilà, il avait dit mon plan, c'est je vais aller à Paris, je vais monter dans la cage, je vais défier le gagnant. Pourquoi ils lui ont pas dit, bah non, en fait, tu vas défier personne, calme-toi, mais reste en Angleterre. surtout qu'ils l'ont fait venir en plus pour faire. Alors, est-ce qu'ils ont profité du fait qu'il ait dit qu'il venait ou est-ce que l'UFC l'a fait venir, mais pour faire une séance de dédicace et tout ça, de rentrer en. Apparemment, il est venu de lui-même, hein. Apparemment, il est venu de lui-même. Donc, ils ont dû en profiter alors à ce moment-là Je pour crois que faire. c'est, je crois que c'est Lopez qui dit ça dans le dernier épisode de King and the G, J'ai où il pas- dit le mec a payé son billet et tout. Enfin, le mec est venu de lui-même, apparemment. Il Donc, est tu vois, venu c'est jusqu'à Paris pour voir Gag. incroyable, Il a payé de lui-même incroyable. ce déplacement en Eurostar. Je pense qu'ils lui ont offert la place, tu vois. Mais en tout cas, le train, il l'a pris de lui-même. Mais autant lui dire direct, tu vois. Autant lui dire direct. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais moi, je ferme pas la porte à ce combat-là. Gann, lui, dit qu'il ne voulait pas, mais je suis pas sûr que l'UFC ne veuille pas de ce combat. Je pense que l'UFC, pour l'instant, ne sait pas véritablement ce qu'ils veulent faire de cette KT. Tu vois, C'est ça. donc, ils se ferment pas de porte. Ça serait con de se fermer des portes. Parce que de toute façon, à partir du moment, comme on l'a dit la dernière fois, où tu ne sais pas si John Jones et Miocic vont prendre leur retraite, tu peux pas savoir encore ce qui va se passer. C'est ça. Ils sont dépendants de ce combat-là. Ouais. En tout cas, vu qu'il ne veut pas forcer Gann sur ce combat, après il n'est pas dupe, hein. Il dit, je pense que, bon, après c'est de la communication et puis c'est aussi pour faire un peu de forcing d'un autre côté. C'est-à-dire que il dit, je pense que ce match-up n'est pas, il sait que Gann pour Gann ce match-up n'est pas favorable. Lui, il pense que stylistiquement il a une carte à jouer. Donc c'est pour ça il dit que Gann ne veut sûrement pas l'affronter à cause de ça. Mais Et donc, plus, tu sais quoi? Je me dis, plus au début, je me disais, ouais, pourquoi il refuse? Mais en vrai, il a raison. En vrai, il a raison, Gann. bien sûr. Il a raison. C'est un bourbier de ouf, Aspinal. Faut le Mais bien prendre sûr. le plus tard possible. Mais de toute façon, à partir du moment où lui, il veut retourner à la ceinture rapidement, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, il a aucun intérêt à combattre contre Aspinal, dans le sens où il a des chances de perdre, tout simplement parce qu'effectivement, stylistiquement parlant, c'est compliqué. Il est complet, Aspinal. Donc le problème, c'est que s'il perd là contre Aspinal, derrière, il est relégué au fond du classement. Ou peut-être même s'il n'est pas au fond du classement, sa chance au titre s'éloigne. Parce que forcément, ils vont privilégier Aspinal qui aura battu le numéro un. Parce que Gann est redevenu numéro un à égalité avec Pavlovich. Donc oui, non, pour le coup, non, stratégiquement, c'est impossible de faire ça. Même si pour les fans, c'est le combat que tout le monde veut, mais stratégiquement, c'est impossible de faire ça. Et donc, Aspinal, il appelle Pavlovich, justement. Il dit, je veux, alors si je cite ces mots, je veux le grand russe que personne ne veut, en fait. Et il n'a pas tort. Dans le sens où il devait s'affronter déjà par 2 fois, que ça ne s'est pas fait par le passé, et pour plusieurs raisons. Et donc là, il dit, OK, je le veux, je le prends. De toute façon, il veut un combat qui le rapproche du titre le plus vite possible. Mais Donc, je suis pas sûr que personne ne le veuille, Pavlovitch, hein. C'est un peu lui qui s'est mis à l'écart. Tu sais, comme il est backup du combat. Euh, je suis pas sûr que Gann il refuse le combat contre Pavlovitch, hein. je suis pas sûr que Gann non plus refuse le combat contre Pavlovich parce qu'il a Même prouvé. un Almeida, s'il passe Blade, je suis pas sûr qu'il refuserait. Mais de toute façon, t'as pas le choix. Si tu veux aller à la ceinture, t'es obligé de passer par Ouais, lui. ouais, non, mais quand il dit personne ne le veut, c'est plus lui qui s'est mis en retrait, pas qui a enchaîné des KO et qui est en backup de ce combat-là. Mais je pense pas qu'il fasse. En fait, dans cette KT, je pense que personne n'a peur de personne, tu vois. C'est en lourd, mais dans toutes les KT, en vrai. À ce niveau-là, t'as peur de personne. Je pense que Pavlovich, tu sais, c'est un peu comme un Ngannou où tu sais que quand tu prends une défaite, tu perds une partie de ton âme. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le sens où le mec t'éteint, il t'éteint salement en plus. Donc je pense que c'est plutôt dans ce sens-là quand il dit ça. C'est dans le sens où c'est un combat qui est risqué, qui sera toujours risqué parce qu'il a l'équaliseur, même peut-être plus qu'Ngannou. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je Ngannou, suis pas sûr. non, alors attends, je vais m'expliquer. Ngannou, il met pas KO sur un coup, tu vois.
C'est-à-dire qu'il peut te déboîter la tête, il va t'en mettre une, il va te déboîter la tête, il va te faire perdre une dent et tout ça, il n'y a pas de souci. Demande à Overeem s'il met pas KO sur un coup. Non, mais Overeem, ok, mais il a pris son uppercut, tu vois, voilà. Mais quand je dis ça, c'est-à-dire que bon, l'uppercut, il était propre. Tu vois, n'importe qui serait tombé sur cet uppercut, surtout avec la puissance de Ngannou. Tu vois ce que je veux dire? Pavlovich, lui, tu as l'impression que chaque coup qu'il te met, il te sonne. Alors que Ngannou, il va t'éteindre, mais il va pas te sonner sur chaque coup. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois le Curtis Blade, quand il a affronté Pavlovich, à chaque fois qu'il en prenait une, tu le voyais danser la samba. Tu vois ce que c'est? Je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'il a un tout petit peu plus de pouvoir de KO. Un Je tout suis pas petit. d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pas le même impact. C'est deux punchers différents. peu. Mais Je suis pour d'accord. moi, Ngannou, il est bien plus terrifiant. Il est plus explosif. Pour moi, il fait plus peur. Pour moi, il Alors, frappe plus fort. oui, Pour moi, il frappe plus fort, Ngannou. pas plus fort, mais par contre, le côté que tu dis est plus explosif, oui. Le côté plus athlétique, oui. Le côté où le mec va te foncer dessus, tu vois, ce côté agressif, peut-être, tu vois, qui donne des éléments supplémentaires, tu sais, à la crainte qu'il va te causer. Pavlovich, lui, c'est plus froid. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le mec de Russie. Il va avancer petit à petit, mais par contre, à chaque fois qu'il va te toucher, il va t'électriser. Là où Ngannou, il va te foncer dessus, il va t'envoyer une rafale. Tu vois? Et dans cette rafale, il y en a une qui va toucher, qui va t'éteindre. Mais ouais, je sais pas. Après, tu vois, bon, je pense que ça se joue à pas grand-chose, hein. Mais tu l'as dit, c'est deux punchers différents. Et je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Pavlovich a ce truc où tu te dis que la moindre partie qu'il va toucher, il va te mettre KO. Moi, Pavlovich, j'attends de voir encore. J'attends de le voir confirmer. Pour moi, je suis pas. Il fait peur. Il est bon, mais c'est pas non plus un truc de ouf, tu vois. Il a battu. Là, il vient d'enchaîner Tuivasa et Blades. Blades, on sait que mentalement, il fait n'importe quoi contre les mecs qui frappent fort. On l'a déjà vu Oui. contre les Wiz, on l'a déjà vu. Donc pour moi, j'attends qu'il confirme contre vraiment le top du top du top. Ah, mais tu vois, Tuivasa a avoué qu'il avait jamais ressenti ça. Qu'il avait jamais ressenti ça. Pourtant, il a combattu contre Lewis qui a le record de KO. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas combattu contre Ngannou, Il heureusement a- pour lui. Oui, non, mais on est d'accord. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est pour ça que je te dis, je pense que ça se joue à pas grand-chose. Mais quand même, je pense que c'est un sacré bourbier. Enfin, tu dois être très, très vigilant. Tu vois, contre un Pavlovich. Surtout que, soi-disant, que son niveau de lutte et de sol est très très bon aussi, et que pour l'instant, il a juste pas eu besoin de le mettre en place. Donc, tu as aussi cet inconnu. Tu sais que tu sais pas. Moi, tant que je ne vois pas, je crois pas. Non, mais justement, non, mais que tu crois ou tu crois pas, à partir du moment où on le dit et que tu te dis potentiellement ça peut être vrai, tu vois, ça veut dire que dans ta tête, il faut que tu travailles, dans ton corps, il faut quand même que tu travailles sur des inconnus. Tu vois? Et ça joue. Et ça joue. Et regarde la preuve, hein, quand on travaille sur des inconnus, regarde, Gann contre Ngannou, il a minimisé le potentiel de lutte de Ngannou et ça lui a fait défaut. Tu vois? Bon, même s'il y a le fait de match qui a tout changé. Le fait de match où il lui saisit le front kick et puis où il le balance la première fois, où il l'use grâce à ce truc-là. Ok, on est d'accord. Je l'ai dit quand on avait fait le débrief. C'est le facteur X de ce combat-là. Tu vois? Mais quand même, si on te dit que potentiellement il peut être aussi bon en lutte et au sol, tu dois quand même le bosser. Sauf que le problème, c'est comme tu l'as pas encore vu, tu bosses sur rien. Tu vois? Donc ça te met un truc en plus dans la tête. Maintenant, Gann, Pavlovich, contre Pavlovich, il a prouvé que n'importe quel striker, il pouvait l'outstriker, quelle que soit sa puissance. Tu vois? Donc c'est pour ça que je pense qu'il préfère, à choisir entre Aspinall et Pavlovich, il préfère Pavlovich 1000 fois. Pour ma part, Gann, il a toutes les armes pour battre Pavlovich. Et Aspinall aussi. Quoique, quoique. Gann, d'il y a quelques temps, qui était plus sautillant, etc., avait toutes les armes pour battre Pavlovich. Là, on l'avait dit, il est un peu plus statique. Alors oui, par contre oui, on va pas se mentir, il faut qu'il fasse du Gann. S'il Faut qu'il fait, fasse du Gann. Faut qu'il fasse le Gann qu'il a fait contre les Wiz, contre Jairzinho. oui, s'il fait du Gann contre Spivak, celle qu'il a pris par Spivak, s'il la prend par Pavlovich, c'est pas la même histoire.
en sachant qu'on a vu qu'il pouvait être touché, qu'il pouvait faire l'ascenseur. Après, il a très bien réagi contre Tuivasa, là-dessus, il n'y a pas eu de souci, mais c'est pas le même punch, je pense. Non. C'est pas le même punch. Donc oui, non, il va falloir qu'il saute, il va falloir qu'il se déplace, mais je pense qu'il le fera de toute façon. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il l'a pas fait là, parce qu'il voulait juste s'ancrer plus pour frapper plus fort, même si je suis pas sûr qu'il frappe beaucoup plus fort en s'ancrant de cette manière-là. Mais par contre, ouais, il faut qu'il reprenne ses habitudes, ce qu'il n'a pas perdu. Hein. C'est pas parce qu'il n'est plus en capacité de le faire, c'est parce qu'il change sa manière de combattre. Mais il est encore en capacité de le faire. Non, là, il va falloir qu'il lui tourne autour, qu'il le pique comme une abeille et qu'il vole comme un papillon. Il va falloir qu'il fasse du Mohamed Ali. Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc, en tout cas, voilà. Qui aura Pavlovich en premier? Est-ce que ça sera Gann? Est-ce que ça sera Aspinal? Est-ce que Pour moi, c'est Aspinall. Pour moi, depuis le début, je pense que Gane, il prend le vainqueur de Blade Almeida. Parce que c'est ouais, le test ultime pour lui. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis, comme on a dit la dernière fois, je pense que l'UFC, là, ça y est, ils lui ont donné 2 chances au titre et ils veulent du renouveau, entre guillemets, dans la KT. Et avec le retour en force de la spinale, ils vont le faire monter. Ils vont le faire monter. À voir. À voir. Autre info, Masvidal veut un potentiel retour à l'UFC. Il a pris sa retraite lors de son dernier combat qui était contre, j'ai un trou de mémoire. Masvidal, son dernier combat, c'était J'ai un trou de mémoire. contre Burns. Contre Burns, effectivement. Son dernier combat contre Burns. Il avait pris sa retraite, il a créé son organisation Gambred Boxing pour faire de la boxe, ce genre de choses. Ouais, et Il a elle ne marche pas du tout, donc il a besoin d'un petit billet en plus. Ah, c'est pas ça? non, enfin, il le dit pas comme ça. Peut-être qu'au fond, c'est ça. Hein. Mais c'est juste que là, visiblement, en fait, la bagarre lui manque. Que pendant 20 ans, la bagarre a partagé sa vie et que quand tu es un combattant, bah, t'as du mal à tourner la page et lui, il n'arrive pas à tourner la page. Donc, il voudrait revenir. Surtout que Justin Gaethje lui a pris sa ceinture BMF il y a pas longtemps contre Justin Poirier. Non, Dustin Poirier, Justin Gaethje. Déjà, je l'ai dit la dernière fois, c'était compliqué, Dustin et Justin. Et donc, il aimerait bien que Gaethje défende sa ceinture BMF contre lui. En fait, tout simplement pour qu'il essaie de récupérer cette ceinture. Il y a peu de chances que Aucun ça se fasse. intérêt. Mais il n'y a aucun intérêt déjà. Parce que, Ouais. il était rincé sur ses derniers combats. Ça faisait un moment déjà. Non, je te dis, pour moi, c'est juste financier. Pour moi, c'est juste financier. En fait, il avait, sur ces dernières années, c'est ses plus grosses années financièrement. C'est là qu'il est vraiment devenu une star. Finalement, quand il est devenu une star, c'était déjà la fin de sa carrière quasiment. Et il a commencé à accumuler des gros chèques et puis là, il n'y a plus rien. Et il doit beaucoup dépenser. Il doit beaucoup dépenser. Non, mais en plus, ouais, c'est difficile de se dire, hein, c'est quand j'arrive à la fin de ma carrière que je commence à vraiment encaisser. Ouais. Mais il y a quand même un souci, hein, dans le sens où enfin, après, je crois en ça, mais je crois aussi dans le fait que les combattants aient du mal à tourner la page. Parce que quand tu regardes la plupart de ceux qui prennent leur retraite, leur vraie retraite, hein, je parle pas des retraites mytho à la Connor où c'est juste histoire de se doper un peu et pour revenir après, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai vraiment l'impression que l'adrénaline du camp, du combat, ce genre de choses, les gens ont du mal à faire, à faire autre chose derrière, en fait. À redevenir quelqu'un de lambda, à s'entraîner pour rien finalement, tu sais. Il y en a qui vont continuer à s'entraîner, hein. Mais s'entraîner pour rien, c'est très compliqué, j'ai l'impression, pour les combattants. Et je pense quand même que ça doit le titiller. Faut pas oublier que ce mec-là, il a commencé en fait avec des combats de rue. Il en a fait beaucoup. Ensuite, il a signé à l'UFC. Enfin, ça fait 20 ans qu'il combat. T'as ce côté où effectivement, tu l'as dit, t'es une star, mais je pense qu'il n'y a pas que le financier. T'as aussi, parce qu'il dit, je le dois ça à mon public aussi, tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi pas mal de monde qui doivent lui poser la question, quand est-ce que tu reviens, est-ce que tu vas revenir ou pas. Il Non, sait, non, oui, c'est sûr. C'est sûr que t'aimes ça. il y a ça, il y a ça. Il a vraiment envie d'y retourner pour ça aussi, je pense. Mais c'est là que l'UFC doit être honnête envers les combattants,
en lui disant non, ça c'en est presque dangereux, tu vois. En fait, quand t'es plus compétitif, quand t'es plus. Alors, dangereux, c'est un grand mot, parce qu'il est Oui, encore là, Masvidal. voilà, c'est pas Diaz, tu vois, ou c'est pas Non, c'est pas Ferguson. tu vois, ouais, plutôt C'est pas, Ferguson. c'est pas Ferguson. Mais il est plus compétitif, dans le sens où je le vois gagner aucun combat quasiment dans le top 10. Ouais. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors après, pour faire des combats comme ça, tu sais, ceinture BMF ou se faire des super fights, tu vois, pourquoi pas? Ouais, mais ceinture BMF, tu prends Justin Gaethje, Tu prends juste. c'est compliqué. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, mais il n'y a pas d'enjeu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu gagnes, tu perds. Ton cerveau, c'est ça l'enjeu. Non, mais attends. On parle quand même de Jorge Masvidal. Et pour le coup, même s'il n'est pas compétitif, ça ne veut pas dire qu'il Non, prend. c'est vrai. Il prend très peu de frappes. Pour le coup, c'est vrai. C'est en termes de boxe, ça reste quand même quelqu'un de très bon, avec une très bonne takedown défense. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il va perdre, mais c'est pas parce qu'il a pris un KO contre Ousmane. Finalement, à part Ousmane, il n'avait jamais été mis KO. Non, Donc, c'est vrai. C'est vrai. donc non, moi, Masvidal, ça me dérange pas de le revoir revenir. Tu vois ce que je veux dire? Ça, il en a peut-être pas fini avec l'UFC. L'UFC en a peut-être pas fini avec lui aussi parce que tu l'as dit, hein, c'est de l'argent. Parce que lui, c'est là où il a le mieux gagné sa vie, mais c'est aussi là où, dans ces combats-là, où l'UFC gagne le plus d'argent. Et on sait que l'UFC, c'est une entreprise avant tout et qui feront toujours passer le business avant les combattants. Toujours, toujours, toujours. Donc oui, maintenant, je préfère revoir un Masvidal que de revoir justement Ferguson, tu vois. Ah, je suis complètement d'accord. Ferguson, Ouais, s'il y en a, faut qu'il cut son contrat. L'UFC, c'est dramatique, là. ouais, s'il y en a un, Il a pris 20 ans. En l'espace de 4 ans, il a pris 20 ans sur le visage. C'est un truc de ouf. Il ouais, porte vraiment son surnom, là. Je sais, c'est quoi El son surnom? Ouais, tu sais, c'est un démon. C'est un démon mexicain. Bah, c'est lui. Tu le vois marcher, on dirait un zombie. est-ce que c'est un démon qui vole? Je sais pas. Peut-être. El Cuicui. La suite. Est-ce qu'il a des ailes? Tu sais qui est-ce? Est-ce qu'il a un bec? Mais pour revenir à Masvidal, moi, ça m'intéresse pas. Personnellement, ça m'intéresse pas. Voilà. Ça m'a En fait, j'ai jamais été hypé par Masvidal. Même quand il était là, base. quand il a percé, entre guillemets, tu vois. Jamais été hypé par Masvidal. Pour moi, le seul fait de match qu'il ait eu, c'est le coup de genou sauté sur Tout. Ben Askren. Ouais. C'est tout en vrai. Et va savoir ce qui serait passé si ce coup de genou rate. Oui, oui, oui. Non, non, mais on est d'accord. En vrai, je suis même pas sûr qu'il batte Ben Askren. Et après, il y a eu en fait, il a enchaîné deux grosses perfs. Le gros KO sur Darren Till et le genou sauté sur Ben Askren. Et puis la masterclass contre Diaz aussi. Et puis la masterclass contre Diaz. Mais Diaz, c'est le même cas pour moi. Bien sûr. Ces deux profils, je les mets dans le même truc où j'ai jamais été hypé par eux. C'est des bons combattants. Ils ont plein de qualités, mais c'est limité quand même. Mais Je alors, les moi, mets pas dans le top top. je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'effectivement, contre Geji, je ne vois pas l'intérêt sportif parce que, surtout Geji, là, appliqué comme il est, là, non, ça va pas faire un pli. Mais par contre, tu vois, pour organiser des combats justement contre Diaz, contre tu vois, des mecs comme ça, tu vois, des mecs qui sont, tu sais, qui sont des stars de l'UFC mais vieillissantes, tu vois, pourquoi pas? En fait, le truc qu'il y a, c'est qu'il faudrait. Ce qui est dommage, c'est la logique de classement. Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait qu'il y ait une logique de classement compétitive pour la ceinture et il faudrait qu'il y ait des personnes autour comme ça, tu vois, des espèces de super fights que tu puisses faire de temps en temps Ah, avec des mecs qui ne sont plus du tout éligibles à ce classement-là. tu sais, à l'époque, il parlait, il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, où il parlait de faire comment ça s'appelle? Un roster vétéran, genre. Hmm. Tu vois, pour faire des combats, des super fights de vétérans. Mais entre eux, écoute, ça passe. Oui, parce que t'as le côté que les gens, tu sais, les nostalgiques, veulent revoir tel ou tel combattant, mais en même temps, tu as ce côté où
où tu as moins de danger parce qu'ils sont tous les deux à la même enseigne, tu vois ce que je veux dire? Ils ont tous les deux le même âge, ils ont tous les C'est deux la ça. même performance Et en physique. fait, tu te rends compte que quand il y a des combats de vétérans entre eux, c'est pas dégueu. Parce que c'est au même rythme, et techniquement, ils sont encore là. Tu vois, la dernière fois, le dernier combat de Carlos Condit qui fait, j'avais kiffé. Je Ouais, sais plus c'était contre qui, mais techniquement, c'était propre, tu vois. Techniquement, de toute façon, tu perds pas ta technique. C'est juste que tu as moins de cardio, tu as moins de puissance, etc. Mais ouais, entre eux, ça passe. Et puis, ça fait toujours plaisir aux fans. bah, c'est ça. On fait du fan service, ça fait de l'argent, ça fait rentrer des fonds. Et oui, là, ça peut s'expliquer. Là, ça peut se mettre en place. Et tu le vois, hein, de toute façon, en anglais, ils le font. Tu vois, quand tu vois Tyson qui recombat aujourd'hui, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est Eux, ils le sauf font depuis peu. Non, mais ils le font depuis peu, mais ils commencent à le faire. Tu vois, mais même, attends, tu vois, le problème, c'est que les vétérans de l'UFC sont obligés d'aller combattre en anglaise pour justement faire ce type de fight. Et ils s'affrontent entre eux. Donc, tu vois, tu pourrais effectivement avoir un Belfort, tu vois, des mecs comme ça qui sont partis à l'anglaise et qui pourraient continuer à performer dans leur discipline, même si la discipline du MMA demande beaucoup plus d'implication physique que dans l'anglaise. Tu vois, il y a ça aussi, hein. C'est que c'est pas la même chose de faire un camp en MMA et de faire un camp en anglaise en termes de comment dire, ouais, d'énergie que ça demande, tu vois, le fait de gérer tous les aspects du combat, la lutte, le sol, la boxe, tu vois, c'est quand même beaucoup plus énergivore, même dans le combat en tant que tel. Tu vois, pour la gestion, elle est différente. Euh, C'est différent. c'est différent. Non, non, mais c'est différent, mais ils sont habitués à ça. Ils sont habitués à ça, tu vois. Donc bon, ça serait plus intéressant de les voir continuer à performer en MMA plutôt que de les voir partir en anglaise, où l'anglaise, pour le coup, là, elle devient approximative. Parce que c'est pas forcément, tu vois, tous des bons boxeurs d'anglaise. Même aucun. Ouais, Même aucun, en vrai. ouais. Donc, oh, attends, quand tu auras un Della Magdalena qui prendra sa retraite et qui ira boxer en anglaise, ça va. Il gérera plutôt pas mal. Ouais, mais ça reste un niveau. C'est pas du champion, tu vois. Il y a quand même un monde d'écart avec le top. Un monde d'écart. Je parle pas du top, je parle de combats de ce type. Ah, bien sûr, il va pas aller chercher le champion du monde, tu vois ce que je veux dire. Mais tu auras quand même une beauté technique que tu n'as pas forcément chez d'autres, tu vois. Donc, euh, donc bon, mais en tout cas, ouais, non, en tout cas, son retour, pourquoi pas, s'il veut sortir de sa retraite, pourquoi pas. Il a encore beaucoup de fans, beaucoup de gens le suivent, tu vois, et pourquoi pas. Maintenant, aller chercher le titre BMF contre Geji, non, jamais de la vie. Même si l'UFC est capable de l'organiser, hein, mais aucun intérêt. Honnêtement, je pense même pas que Geji le veuille. Parce que Geji, il est encore à la course pour le titre, hein. Donc, Ça, aucun intérêt de prendre Masvidal. c'est ça. Alors nous, on le disait, hein, bah, si on fait une digression sur Geji, on disait que Geji, la course pour le titre, elle est très très compliquée parce que de toute façon, tant qu'il y aura quelqu'un à la tête de sa catégorie qui aura une bonne lutte et un bon sol, il peut pas gagner. Il peut pas gagner. Il est trop nul en fait au sol pour pouvoir rivaliser. Et même s'il sera bon en boxe, en fait, il suffit que le mec vraiment ait un bon timing et arrive à le choper au sol, c'est fini. De toute façon, que ça soit Makhachev ou que ça soit, parce qu'on l'a vu, ça sera le même destin que face à Khabib, ou que ça soit Oliveira, on sait que dans les deux cas, ça va être très compliqué pour lui. Donc après, ça veut pas dire qu'il peut pas gagner, hein, mais bon, sur 10 combats, il va en gagner un, tu vois. Et un ou deux. Allez, je vais être gentil. Mais par contre, on disait que la dernière fois que effectivement, il faudrait que lui reste compétitif, mais à un haut niveau, donc avec le top 5, mais faire plutôt des combats avec un matchmaking intéressant, tu sais, où il y aura vraiment ce truc où tu sais qu'il y aura du chaos, tu sais qu'il y aura un combat qui sera, ouais, qui sera bien fait, où tu sens qu'il y aura de l'action, quoi, tu vois, plutôt que d'aller chercher le titre. Tu sais, des combats qui vont rapporter de la thune, parce que pour lui, tu vois, pour sa fin de carrière, entre guillemets. C'est plus Ouais, intéressant. mais moi, je pense qu'il veut le titre, hein. Non, mais il le veut. Non, non, attends. Là, je suis en train de dire ce qu'on disait la dernière fois, tu vois, pour faire une digression sur lui. Non, mais lui, il n'y a pas photo. Lui, il veut le titre. Lui, il veut faire un dernier run. Il le dit, il l'a dit de toute façon. Donc oui, non, non, lui, c'est ce qu'il veut. Maintenant, il y a ce qu'il veut et ce qu'il devrait faire, tu vois, peut-être.
Après, bon, je dis ce qu'il devrait faire. En vrai, qui ne tente rien à rien, il faut y aller, il faut le tenter. Si on lui laisse l'opportunité, pourquoi pas. Mais compliqué. Ouais, compliqué. Bon, Ouais. passons à la dernière info du jour. Dimitrios Johnson, alors là, on en retourne dans le jiu-jitsu brésilien. Dimitrios Johnson a gagné il n'y a pas longtemps le championnat des World Master IBJJF en jiu-jitsu brésilien. Donc, il remporte cette compétition en ceinture marron Master 2. Donc Master 2, c'est-à-dire, voilà, quand on est en Master, en fait, en fonction de l'âge qu'on a, on a les Master 1, Master 2, Master 3, et puis ça continue comme ça. En fait, plus on vieillit, plus on rentre dans les Masters. Maintenant, ça ne veut pas dire que on peut combattre dans les des catégories d'âge en dessous, par contre pas au-dessus. Voilà, c'est logique. Donc lui s'est placé en Master 2. Il a remporté donc les championnats du monde. Il a gagné 6 combats. 6 combats. C'est 6 combats. Je crois qu'il y avait une quarantaine à peu près de participants dans sa catégorie. Si je dis Et pas n'importe quoi, c'est sa première compétition de JJB. c'est sa première. C'est la première fois qu'il combat en jiu-jitsu brésilien. Et donc grâce à ses takedowns, grâce à sa pression, grâce à son cardio sans faille et à sa vivacité, enfin de ses techniques, il a réussi à gagner tous ses combats, dont un, je crois, par soumission, par Juji Gatame, je crois. Donc voilà, il s'est hissé sur le podium pour cette première compétition. Il a obtenu une seconde barrette à sa ceinture marron. Donc tu vois, c'est marrant hein, parce que on parlait tout à l'heure des ceintures, tu sais, pour le MMA, tu vois, les différentes ceintures. Lui, là, déjà, tu te dis qu'il est en fin de carrière, entre guillemets, MMA, enfin qu'il a une carrière déjà qui a 10 ans, tu vois, et il n'a que sa ceinture marron de jiu-jitsu brésilien. Et c'est un monstre. Et c'est un monstre au sol, tu vois. Enfin, c'est un monstre au sol. Il a des aptitudes de malade, c'est un très bon grappleur, il est vraiment très, très, très fort. Maintenant, encore une fois, c'est un sol qui est adapté au MMA de fou. Enfin, tu vois, c'était vraiment le sol pour le MMA, où il se relevait très vite. Finalement, il faisait pas de sol véritablement. Et il était capable d'aller chercher une soumission, il était capable de faire un rage. Après, il faisait pas de sol parce que, en plus, encore plus à l'époque où il combattait à l'UFC, être sur le dos, c'était perdre le combat. Oui, Donc, tu étais obligé de te relever. Il adaptait son jeu à ça. Maintenant, exact. je pense que lui, il travaillait vraiment son sol pur. Ouais. Mais force est de constater qu'il n'est que ceinture marron. Donc ça montre, c'est pas plus mal parce qu'on parlait des ceintures compétiteurs, tu vois ce que je veux dire tout à l'heure. Et lui, visiblement, en tout cas pour sa ceinture noire, il se dirige vers une ceinture noire compétiteur de jiu-jitsu brésilien. Alors c'est sûr il sera pas en ceinture noire adulte, qui est le Graal pour tout compétiteur de cette discipline. Mais, Surtout euh, dans cette KT, là, laisse tomber. mais Cette oui, KT légère comme ça, là, mais déjà combattre en Master 1 ou Master 2, c'est déjà énorme. reste encore compétitif, tu vois, très compétitif. Et on le voit, hein, l'intensité des combats, on sent qu'en face, c'était pas n'importe qui. Enfin, tu vois, c'était pas non plus, c'est pas des gens qui se sont fait battre facilement, surtout sa finale, tu vois, ça a été une finale qui a été âpre, tu vois. Bonne chose. En plus, tu voyais, tu sais, tu te dis, c'est toujours marrant quand tu vois un mec qui a été champion UFC pendant des années, qui là est champion du ONE FC, tu vois, qui va dans cette autre organisation qui est champion du ONE FC, et tu vois quelqu'un qui le coach. Tu sais, si t'es lambda, si t'es quelqu'un qui est en dehors de la discipline, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce que ce mec là qui est dehors, là, ce vieux là, il est en train de lui donner des conseils de mets ta main ci, mets ta main là, mets la pression de telle manière. Attends, le mec, c'est un champion, tu vois. Mais justement, c'est ça la différence avec quelqu'un qui pratique, c'est que tu vois Dimitrios Johnson qui écoute à la virgule exactement tous les conseils, tu vois, qu'on lui donne pour pouvoir les mettre en application sur le combat qui suit. Parce que quand il dit ta main, tu la mets pas là, mais tu la mets 2 cm plus haut, quand on te saisit de telle manière, tu vas faire un petit tour avec ta tête pour ensuite faire péter le grip. Quand on te dit ton contrôle, tes hanches, elles doivent être basses comme ça, ton genou il doit être placé ici, c'est parce que justement, et on le disait tout à l'heure, on rentre dans le détail d'une discipline face à des gens qui ne pratiquent que cette discipline en compétition. Donc à ce moment-là, tu es obligé d'écouter en fait tout simplement les conseils de quelqu'un qui va te coacher dans cette discipline-là, qui l'aura éprouvé dans le moindre détail en fait, surtout dans le jiu-jitsu brésilien. Je le dis souvent à mes élèves et tu confirmeras que une technique est une succession de détails et que si tu rates un détail, tu rates ta technique. En fait, tout simplement. C'est des étapes.
C'est 1, tu fais ci, 2, tu fais ça, 3, tu fais ça, 4, tu fais ça, et tu arrives à ça. Tu sais, Et pour moi aussi, je disais ça quand je donnais les cours. Et, alors pour moi, tu rates pas toute ta technique, mais en fait, je le calcule en pourcentage. Tu vois, chaque détail que tu oublies, tu perds 15% de chances que ta technique elle passe. d'accord, mais donc on en vient à ta technique, tu la rates. Oui, Tu bien la, sûr, bien sûr. tu la rates parce que enfin, tu laisses Tu ça t'ouvres des portes à chaque détail que tu rates. tu laisses à ton adversaire une chance de pouvoir s'échapper. Ou même pas forcément lui de s'échapper, mais toi, juste de ne pas pouvoir la finaliser. Mm. Donc, tu rates la technique. Dans l'idéal, il faut être dans le contrôle du début à la fin. Alors, effectivement, bien sûr, si tu rates un détail, ça ne veut pas dire que tu la mettras pas. Tu vois, tu as plein de gens qui partent sur, je sais pas, je vais dire un juji. On va prendre le juji, la technique la plus classique et la plus connue, que ce soit dans le judo ou dans le jiu-jitsu brésilien. Donc, le juji, c'est la clé de bras en extension où on a les deux jambes de l'adversaire qui viennent se mettre sur le buste et on vient mettre la clé de bras en extension là où on étend le bras. Et ben, mettre un juji comme ça, si je te dis mets un juji, effectivement, si je te donne mon bras et que tu mets tes jambes autour de moi et que tu me fais faire la clé, mais encore même là, tu sais, même là, en fait, t'es pas sûr de me la mettre. Parce que tout simplement, si tu n'orientes pas mon bras de la bonne manière pour que mon coude soit en opposition avec ta hanche, que si tu ne serres pas suffisamment tes genoux pour coincer mon bras, tu vois, si tu ne, si tu mets pas d'abord, tu ne pars pas de la position assise pour ensuite pouvoir descendre et donc garder du jeu, tu sais, avant que ton dos ne touche le sol et que le bras soit collé à ta poitrine, tu vois, pour pouvoir avoir le levier suffisant. Et si jamais c'est le cas, si tu ne sais pas qu'il faut que tu pontes derrière pour pouvoir combler le gap, ou alors si tu sais pas qu'il faut que tu orientes le bras pour pouvoir avoir plus de Non, mais levier. là, tu parles d'un mec qui ne sait pas pratiquer, en fait. Si le mec ne sait pas qu'il faut ponter ou orienter le bras, c'est qu'il ne sait pas le faire, en fait. Non, mais on est d'accord. Moi, c'est pas dans ce sens-là que je te dis. Non, Je te mais dis que... Vas-y. voilà, je termine, tu vois. Là, je te parle tu vois, d'une personne, tu lui dis, mets-moi un juji, tu connais pas, donc tu vas là. Mais quand tu connais, même quand tu connais, c'est parce que je sais ce que c'est ce que tu vas me dire, c'est comment tu attaques ce juji, comment tu te places, comment tu te positionnes et les étapes qu'il y a avant d'attaquer le juji. C'est Et ça. c'est le truc, tu vois, c'est comment tu vas venir, tu vas tasser ton adversaire, tu vas le garder collé, tu vas venir placer ta jambe au-dessus de son épaule, tu vois, où tu vas resserrer derrière, ensuite venir te désaxer de la bonne manière en laissant aucune opportunité à ton adversaire, soit de sortir son bras, soit de se redresser. Tu vois, tous ces détails-là qui vont te permettre de le faire. Parce que si tu rates un de ces détails, effectivement, le bras il va glisser, ton adversaire va se redresser. Il y a plein de choses qui vont se passer qui vont faire que derrière, tu vas rater ta technique. C'est ça. Donc c'est pour ça. Mais là, il a fait une performance de dingue en gagnant ses World Masters. Il a fait une performance de dingue. Je pense qu'il va essayer de réitérer, c'est sûr. Tu sais, Mm. on le sait, le JJB, c'est un sport hyper addictif. Là, il a fait une perf de ouf. Donc, je pense que tu veux toujours faire mieux. Et je sais pas pourquoi, mais je serais pas surpris qu'il tente en Master 1. Je pense qu'en défi, ça peut être bien pour lui, psychologiquement, tu vois. Oui, ça peut être bien psychologiquement en Master 1 de voir un Donc, une catégorie d'âge en dessous. ouais, de voir ce que ça donne. Et je lisais parce qu'en fait, j'ai pris des informations sur cette compétition qu'il a faite, tu sais, un peu partout. Et je suis tombé sur le site du One, tu vois. Le Ok. One, il évolue. Et donc, ce qu'il disait, c'était que, en fait, il y avait un petit pour rappel. Pour rappel, le One organise des compétitions de grappling aussi. Tu vois, enfin, il y a des événements de grappling, des super fights de grappling au One et avec une ceinture à la clé. C'est-à-dire que le One, en fait, a cette particularité, c'est que tu as une ceinture en MMA, tu as une ceinture en boxe taille dans la cage avec les gants de MMA, et tu as une ceinture aussi en grappling. Et dans sa KT, de ce que j'ai cru comprendre, si je me trompe pas, c'est Muzumeshi qui a la ceinture. Tu vois. Mhm. Pourquoi pas tenter l'aventure, en fait, dans le grappling aussi au One. C'est-à-dire que là, on sait que Dimitri Johnson est plus près de la fin de sa carrière que du début, donc je pense qu'il cherche de nouveaux challenges. Tu vois, des challenges peut-être moins traumatisants. Ouais, après, je pense qu'il cherche des challenges réalisables. Muzumeshi, il faut oublier. Non, mais Muzoveshi, il faut oublier, il va les rouler dessus. Mais en même temps, en même temps, ça reste un compétiteur. Ça reste un compétiteur, ça reste un champion. Tu sais, il a le mental champion. C'est-à-dire que il se dit qu'il y a quelques petits trucs à gérer. Mais attends, des trucs qui ont une application de ouf, hein. C'est-à-dire ne serait-ce que gérer les clés de jambes de Muzumeshi. En fait, déjà.
Ne pas prendre une clé de jambe de Muzumeshi. Parce que c'est ça le gros danger quand tu affrontes Muzumeshi, c'est ses clés de jambe. Le gros danger, le plus gros danger. On a vu là un de ses derniers adversaires où il lui a tout fait. Les ligaments, le ménisque, tout, le mec a pas voulu taper, il lui a tout pété. Tout. Le mec, c'est limite s'il va remarcher, s'il va remarcher correctement. Mais bon, si tu arrives à lui mettre un rythme, si tu arrives à lutter, à marquer tes points différemment, tu vois. J'y crois pas du tout. Attends, bien sûr. Mais Non, mais même, j'y crois pas du tout que lui se dise ça. En fait, tu vois, il sera inscrit en adulte. Je me serais dit, ok, le mec est assez fou pour y croire. Mais non, le fait tu vois, qu'il ait l'humilité lui-même de se mettre en Master 2, tu vois, il s'est mis dans sa catégorie d'âge. Il pourrait se dire, je suis un champion, j'étais champion de l'UFC, champion du One, je vais en adulte. Non, il sait. Il sait parce qu'il tourne avec les mecs. ouais, Il mais sait qu'il n'est pas au niveau. t'as un élément aussi que tu oublies. C'est qu'il a fait cette compétition en kimono. Le kimono, tu sais très bien qu'il y a d'autres implications. Tu sais très bien qu'il y a d'autres leviers, tu sais très bien qu'il y a d'autres pièges que tu ne retrouves pas forcément dans le grappling. Tu vois, ou que quand tu as fait du MMA toute ta vie comme ça, tu as plus l'habitude de gérer le nogi que de gérer le kimono. Tu vois, enfin, tu vas pas prendre les mêmes risques, tu vois, en kimono qu'en nogi quand tu as eu la carrière de Dimitrius Johnson. Donc, c'est là aussi, il faut voir cet élément-là. Bien sûr Ouais. qu'il a raison. Kimono, quand tu n'as jamais fait de compétition en kimono, que ça se trouve, tu l'as pas plus mis que ça dans ta vie, tu vois, parce que honnêtement, là, je l'ai vu donc faire sa compétition. Il Du fait, grappe. il fait du grappe en kimono. Alors, il a des grippes, hein, je dis pas, il a des grippes et tout ça, mais tu sens que c'est pas un mec du jiu-jitsu brésilien pur et dur. Tu vois, il a pas fait un appel, il a pas fait une warm guard ou quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait sa lutte, comme je l'ai dit, hein, de la lutte, de la pression, euh, du, euh, du cardio sans faille où il va se déplacer, tu vois, il bouge beaucoup, il passe, il fait des passages de garde tu sais, en vitesse. Il est le Mighty Mouse, tu vois, c'est vraiment, il bouge dans tous les sens. Hmm. Mais bon, ce qui fait que derrière ça marche, hein. Tu prends les Mendes, tu prends Rafael Mendes, il fait, quand il fait du jiu-jitsu brésilien, même si lui, il maîtrise à la perfection le kimono, tu regardes, il prend pas beaucoup de grippe. Tu vois, c'est plutôt des grippes justement plus nogi qui va venir saisir et il va beaucoup bouger de cette même manière. Tu vois, il peut très bien s'inspirer. Mais les leviers du kimono, ils les maîtrisent tous à la perfection. Dimitrius Johnson, j'en suis pas persuadé. Donc, qu'ils se mettent en marron Master 2 pour performer en kimono, ça me choque pas. Maintenant, derrière, tu retires la veste. C'est pas dit, tu vois, qu'il se mettrait peut-être même pas en adulte si jamais il faisait du nogi. Moi, j'y crois pas non plus. Ça aurait Franchement, été... je pense que. Ouais, mais il y a challenge et il y a possibilité de réussir. C'est deux choses différentes. Et tu penses qu'il n'est pas capable de réussir en ceinture marron adulte? Franchement, non. En IBJJF, non. Non, en rien de haut niveau, en fait. Non, mais ni ADCC, ni IBJJF. Non, non, je parle pas de la DCC. Non, attention, je parle pas de la DCC. Là, je te parle d'un niveau ceinture marron. Je te parle pas de noir adulte. Il y a encore un gap hein, entre les deux. Il y a quand même encore un gap, tu vois. Ah, mais il y a des monstres. En marron, il y a déjà des monstres. En marron, il y a des mecs qui feront champion du monde l'année d'après en ceinture noire. D'accord, certes, certes. Mais il faut pas oublier que c'est un putain de champion. Tu vois, dans le sens où le mec, tu vois, mon cher Adage, ouais, je t'appelle plus Rolly là. Je t'appelle Adage. En plus, tu bois de l'eau neuve, je suis obligé de te parler comme ça. Mon petit barbu. Écoute, il Dis-moi faut. tout. T'as fait cracher ton eau. Donc, euh, le niveau d'entraînement qu'il a subi dans sa carrière et qu'il subit encore dans ses camps, dans ses prépas successives et tout ça, c'est quand même un tout autre niveau, même si les mecs s'entraînent énormément, tu vois, tout le monde, quand tu fais les wards et tout ça, tu as des mecs qui sont des lambda, enfin, tu vois, qui s'entraînent beaucoup, qui sont vraiment performants, tu vois, mais t'as pas, tout le monde n'est pas un tueur à gages. Alors oui, celui qui va faire premier, deuxième, tu vois, peut-être sont des tueurs à gages, mais tout le monde, tous ceux qui vont faire la compétition, seront des gens qui s'entraînent énormément, tu vois, qui vont peut-être s'entraîner 2, 3 fois par jour, ok, mais qui vont pas s'entraîner dans les mêmes conditions que Dimitrius Johnson a eu toute sa carrière.
Tu vois ce que je veux dire? Avec les préparateurs physiques, avec le niveau, les sparring, avec le niveau d'intensité. En plus, visiblement, il s'entraîne quand même dans une grosse académie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pas regardé d'ailleurs l'académie que c'était, mais je crois que c'est Gracie Barra. Je crois qu'il a la Gracie. Je suis pas, il faudrait que je Je sais vois. pas. Et j'ai pas regardé. C'est dommage, j'aurais dû regarder ce détail-là. Mais Julien, il va nous le dire. Julien va nous, si c'est la Gracie Barra, en tout cas, il va nous le dire. Mais en tout cas, voilà. C'est-à-dire que, quand même, tu vois, il est aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que s'il s'entraîne, il s'entraîne avec les gros compétiteurs. Je pense que de toute façon, s'il s'entraîne, c'est avec les gros compétiteurs d'une grosse équipe, tu vois. Donc, il voit le gap qu'il peut avoir et le niveau qu'il peut avoir. Et si jamais il arrive à performer avec les aptitudes qu'il a, parce qu'il a des aptitudes physiques de fou, il a une intelligence de combat, il a une lutte que peu auront, parce qu'il y a ça qui joue aussi, hein. La lutte, aujourd'hui, dans le JJB Nogi, est prépondérante. Aujourd'hui. Mais il y a encore du chemin à parcourir. C'est-à-dire que tu commences à avoir des bons lutteurs, mais tu n'as pas encore des lutteurs excellents. À part peut-être à la DCC, tu vois. Où il y a une poignée de personnes qui ont une très bonne lutte parce qu'il a travaillé énormément. Mais quand même, tu sais qu'avec sa lutte, avec ses passages en pression, avec tous ces trucs-là, il peut aller chercher un podium. Alors, je dis pas faire champion, mais je pense qu'avec ses aptitudes, il peut aller chercher un podium. Moi, je crois pas. Je crois pas En du tout. Nogi. Ouais, ouais, En on nous Nogi. dit. Non, Mais attends, franchement, je crois pas. est-ce que tu regardes les World Masters, les World Ceinture Marron? Non, Est-ce que tu regardes? non. Tu me dis j'y crois pas, mais tu regardes même pas ces compétitions-là. J'y crois pas. J'y crois pas. C'est, Quoi? En Je fait, n'ai pas vu, et mais je vois. en plus, Je- ça va avec ce qu'il disait. T'as vu sa sortie, je t'en avais parlé, où, bah, peu de temps avant de gagner, là, peut-être quelques jours avant, il avait dit que le MMA, c'était le sport le plus facile. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Il avait dit que c'était le sport le plus facile où devenir champion, le MMA. Parce que tu pouvais être moyen, mais Parce que tu pouvais être moyen partout ouais, et t'en sortir. ouais, C'est vrai de ouf. bien sûr. Et Enfin on le après, voit, c'est un des seuls sports, si ce n'est le seul sport en vrai, où il y a des mecs qui commencent à 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu sais, qui commencent super tard et qui performent à haut niveau de ouf, ou des mecs qui font une transition d'un autre sport, ça n'existe pas ça. Des mecs comme Adesanya, comme Pereira, qui font une transition d'un autre sport et qui deviennent champions. Dans quel autre sport tu vois ça? Est-ce qu'il y a un mec du MMA qui a fait une transition vers un autre sport et qui est devenu champion? Jamais de la vie. non, si, je pense que ça se trouve. Je pense que ça se trouve. T'as toujours des mecs, tu vois, qui ont le sport dans le sang et quoi qu'ils fassent, ils vont devenir forts. Tu vois. Non, non, Franchement, t'as un mec du MMA de haut niveau qui a changé de sport et qui est devenu champion. Je te parle de champion, champion du monde. Il n'y en a pas. je sais pas. Après, tu me dis ça, il aurait fallu que tu me poses la question plus tôt et que je cherche. Tu vois. C'est potentiel, hein. Enfin, potentiellement, ça peut arriver. Euh, Tiens, je vais prendre l'exemple. Alors, il n'est pas champion, tu vois, mais t'en as plusieurs qui performent, qui ont performé dans le jiu-jitsu, enfin dans le grappling après. Jack Shield, MMA, il est rentré dans le grappling et il fait des compétitions à très haut niveau. Tu prends aussi, C'est comment il quoi s'appelle? très haut niveau? Ben, il fait des galas, tu vois, il va faire des Polaris, des trucs comme ça, mais il est réputé pour être un très bon grappleur, tu vois. Tu prends aussi, comment il s'appelle? Euh, Merde, qui a combattu contre Chandler au Bellator, que j'aime bien comme combattant en plus, qui combat avec un cure-dent dans la bouche. Ah, Benson. Benson Anderson, pareil. Polaris, enfin, tu as plein d'événements comme ça, le quintet et tout ça, en grappling, Il n'est pas il est champion. champion du monde, mais parce que les mecs aussi sont vieillissants, tu vois, c'est-à-dire ils finissent leur carrière. Après, il y a ça aussi, c'est que les mecs, ils arrêtent leur carrière à quel âge? Tu vois ce que je veux dire? Ils arrêtent leur carrière à quel âge? Donc forcément, ils peuvent plus performer forcément, tu vois. Mais en tout cas, ce sont des très bons grappleurs qui sont compétitifs, tu vois. Je dis pas qu'ils vont gagner à chaque fois, mais ils sont compétitifs. Pas contre le top. Bah, il faudrait que je prenne. J'ai pas regardé. Tu me poses la question trop tard, tu vois. J'ai pas les match-up, tu vois, en tête. Mais en tout cas, il se débrouille très très bien.
dans le grappling, dans le jiu-jitsu brésilien. T'en as plein, de toute façon, qui feront des transitions vers le grappling et le jiu-jitsu brésilien à terme, peut-être même plus tôt, parce que vu que le grappling commence à payer, t'en as plein qui feront des transitions, tu vois. Et c'est possible que les mecs puissent performer. Après, c'est comme tout. Le truc qu'il y a aussi, parce que je peux te donner le contre-exemple de l'exemple. C'est-à-dire que tu es en train de me dire, tu as des mecs qui sont spécialisés dans une discipline, qui vont rentrer dans le MMA et qui vont performer. OK. Mais déjà, les mecs sont déjà spécialistes dans leur discipline. Donc derrière, ils ont juste à gérer deux, trois aspects, tu vas faire deux, trois ajustements, et derrière, tu vois, ils peuvent imposer leur style. Tu vois. Par contre, quand tu commences par le MMA et que tout de suite, tu as travaillé, comme il l'a dit, moyennement un peu tout, en fait, c'est difficile de faire le chemin inverse et d'aller combattre contre un spécialiste. Tu vois? Non, mais donc là, je suis d'accord avec Mighty Mouse, mais avec Dimitri Johnson. Mais c'est pour ça que ça sera moins vrai de voir un mec qui va passer du MMA à une autre discipline et performer. Par contre, je sais pas, tu as peut-être des judokas ou des lutteurs qui peuvent très bien passer au jiu-jitsu brésilien et devenir très très fort très très vite, tu vois. C'est possible. Après là, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est possible, Oui. Ah tu non, vois. mais je te parle pas du judo. Moi, je te parle des mecs du MMA. Oui, des mecs du MMA. Mais après, les mecs du MMA, tu sais très bien, tu as vécu des camps, tu sais très bien que le temps imparti pour chaque discipline ne peut pas être grand parce que allez, 8 heures d'entraînement dans ta journée, on va dire, dans le grand max, tu vois, et t'as que 5 jours d'entraînement dans ta semaine, tu 8 vois. heures, c'est énorme. Et Toi, tu fais des vrais camps, toi. non, mais c'est ce que je te dis, tu vois. Non, mais quand je te dis ça, c'est le Ouais. grand max, tu vois. C'est quelqu'un qui vraiment s'entraînerait comme un ouf. Mais dans les 8 heures, tu comptes le repos. Enfin, tu vois, je veux dire, dans ces 8 heures pas pleines, tu vois. Tu as des temps de repos, Oui, tu as les transitions entre les disciplines. Tu peux pas, forcément, tu seras moyen. Tu peux pas être excellent dans un truc, sauf si tu viens d'une discipline où tu étais excellent. Tu vois, comme un Adesanya, par exemple, ou comme un Gilbert Burns. Tu vois, où vraiment tu as pris le temps de performer, de te spécialiser, et après, tu as fait ta transition dans le MMA. Donc, ouais, non, non, ça peut pas être vrai. Donc, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Maintenant, si derrière tu prends ces mecs-là, tu prends un mec du MMA et qui décide de se mettre à 100% dans le grappling ou dans le jiu-jitsu brésilien, il peut très bien performer parce que quoi qu'il arrive, même si tu as un Jacare qui disait que l'entraînement en MMA c'était beaucoup plus facile que le jiu-jitsu brésilien, que le jiu-jitsu brésilien c'était ce qui est le plus dur, c'est en termes de prépa physique. Ouais, je suis d'accord, comme je pourrais dire que je suis pas d'accord. C'est dans le sens où le mec aussi mettait en avant et en valeur sa discipline de cœur qui était le jiu-jitsu brésilien, en disant que c'était la plus dure. Mais un camp de MMA, quand tu dois gérer la boxe, quand tu dois gérer les trois niveaux, la boxe, la lutte, le sol, déjà tu sais que déjà de gérer ces trois types de cardio, ces trois types d'efforts, déjà tu sais que c'est une dinguerie, déjà pour commencer. La preuve est, oui. hein, c'est que tu viens, tu fais moi je peux combattre en jiu-jitsu brésilien sans problème pendant 3 heures. Par contre, je vais pas combattre pendant 3 heures en MMA aujourd'hui. Tu vois, là, que ça fait des années que j'ai pas combattu en MMA, je fais 2 sparring, ça y est, je suis à la rue. Laisse-moi tranquille, je veux plus. Je peux plus. Alors que je peux faire 15 sparring d'affilée en grappling. Je vais être fatigué, mais je vais les gérer. Tu vois? Mhm. Donc, euh, donc, donc, je sais pas quoi te répondre à ça. Maintenant, quand tu me dis, si tu te bases en fait sur le fait que Mighty Mouse a dit que oui, dans le MMA, il suffit d'être moyen pour performer et être champion. Alors déjà, je suis d'accord sans l'être, hein, parce que quand même, c'est des mecs qui sont moyens plus, hein, quand même. C'est des mecs qui Ah non, gèrent. bien sûr, bien sûr. Non, mais par contre, je suis d'accord avec lui que je pense que des sports de combat, l'accession au titre, c'est une des plus faciles. Je pense que c'est beaucoup plus dur d'être champion de lutte, champion olympique par exemple de lutte, Hmm. ou champion olympique de judo, ou champion du monde de boxe anglaise. C'est beaucoup plus compliqué que Hmm. d'être champion de MMA. Oui, Parce oui. qu'être spécialiste, être le numéro un dans une seule discipline, c'est une dinguerie. Ou être Ouais, champion du monde, ceinture noire, JJB. ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, tu dois faire avec quelqu'un qui a travaillé la même discipline que toi aussi longtemps que toi et aussi avec autant d'intensité que toi. Alors que dans le MMA, tu peux faire des game plans. Le mec est un lutteur.
et ben tu vas le striker, tu vas faire ta défense de lutte. Le mec est un mec du sol, et ben pareil, tu vas l'empêcher de t'amener au sol. Par contre, le mec est un boxeur, ben, tu vas travailler ta lutte pour l'emmener au sol. Tu peux créer le game plan parfait pour contrer la personne en face. C'est de la stratégie. Enfin, tu me diras les autres disciplines aussi, mais tu peux trouver une faille dans le jeu, puisque comme tout le monde est moyen dans quelque chose, enfin, il y a toujours des gens qui ont des forces et des faiblesses dans les niveaux de combat. En fait, tu peux trouver une faille dans tout et l'exploiter. Ce qui n'est pas le cas forcément, enfin, pas aussi facilement le cas quand tu es deux spécialistes face à face. Ouais. Donc, ouais, non, mais Non, mais là-dessus, je trouve que c'était intéressant ce qu'il avait dit. ouais. Mais tu prends un mec comme Dimitrios Johnson, avec sa capacité, et on le voit, hein, sa capacité d'apprentissage, le mec, quand même, tu sens tu vois, tu as des gens qui sont faciles, tu le vois. Tu le sens tout de suite. Le mec, il est facile. En plus d'être un bosseur, il est facile. Donc, tu prends un mec comme lui, tu lui dis, tu vas faire que du JJB. Tu vois, là, t'es ceinture marron, deuxième de barrette, tu vois, de JJB. Tu dis, voilà, il te reste deux barrettes à aller apprendre avant d'être ceinture noire. Parce que, tu sais, c'est Mhm. entre 4. Donc, ça laisse, allez, ça laisse une bonne année, voire un peu plus. Il se met intensivement à travailler son jiu-jitsu brésilien. Et encore, mais je parle même si c'était que en nogi, par exemple, avec le fait qu'il ait déjà une appétence pour le nogi du fait qu'il vient du MMA, tu vois. Et ben, je pense qu'en fin de ceinture marron, il peut combattre en marron adulte et il peut peut-être accrocher un podium. Alors, bien sûr, ça reste la compétition. Je peux pas être catégorique. Mais comme tu peux pas être catégorique sur le fait qu'il peut pas le faire, tu vois. S'il Pas s'entraîne. catégorique. Je dis que moi, j'ai du mal à le voir. Non, non, non. T'as été J'y crois catégorique. pas. J'y J'y crois crois, pas. j'y crois pas, c'est Ouais, être j'y crois catégorique. pas. Voilà. Donc, c'est être catégorique. Tu peux pas être catégorique. Surtout, en plus de ça, et je le répète, et je le dis à tous nos auditeurs, Tu vas pas m'imposer ce que je dois croire ou pas croire. non. Je n'y Et crois je, pas. et je vais le dire à tous nos auditeurs quand même, ce mec-là, je vais le rappeler, n'a jamais regardé de compétition de jiu-jitsu brésilien de sa vie. Donc, il ne connaît même pas un nom des ceintures marron qu'il y a sur le circuit. Donne-moi des marrons, vas-y. Non, tu connais. Attends, bah, tous ceux qui nous écoutent savent que je suis incapable de donner déjà un nom d'un mec que j'ai préparé pour le podcast. Alors imagine des mecs que j'ai pas préparés. Mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, tu regardes jamais la discipline. Donc tu peux pas savoir. Tu n'as pas le niveau. T'as pas quand je dis t'as pas le niveau, pas toi, mais t'as pas tu vois pas le niveau réel d'une compétition ceinture marron adulte chez les faiseurs. Tu vois? Non, je le vois en noir. Mais pour moi, il n'y a pas un différentiel de ouf, en fait. Ça dépend. Ça dépend. Tu sais très bien, le jiu-jitsu brésilien, si le mec il vient d'être marron, si ça fait 1 an qu'il est marron, 2 ans qu'il est marron, si t'as plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et crois-moi, pour voir des fois des mecs qui partent en compétition, il y en a, ils ont pas le niveau. Tu vois, il y a tout niveau. En fait, c'est éparse le niveau dans les compétitions. Oui, il y a tout niveau, mais à un moment donné, il va rester que les mecs forts, de toute façon. Et ça, c'est pour ça que je te dis, je te parle pas d'être champion, mais d'accrocher un podium. Accrocher un podium, c'est possible. Bon, on verra. Voilà, on le met au défi. Si tu nous entends, on te met au défi. Bon, je pense Montre-nous qui a raison, Demetrius. on a passé beaucoup de temps sur ça. J'espère que ça vous a intéressé, notre petit. Mais en tout cas, moi, c'était intéressant de débattre avec toi là-dessus. Et peut-être d'éduquer les gens au fait de ta non-culture du jiu-jitsu brésilien. Des compétitions J'avoue, JJF. j'avoue, ça me fatigue, en fait. C'est vrai. Ah, depuis qu'ils ont mis les clés de talon, c'est quand même plus intéressant. Les combats durent moins longtemps parce qu'il n'y a que des blessés. Donc, Je regarde que la DCC, moi. c'est vrai. C'est vrai. Mais là, on parle d'autre chose. Là, on parle du Graal. Du Graal. Bon, je pense qu'on a fait le tour. C'est un des plus longs épisodes d'actu qu'on a fait depuis le début. On est à presque 2 heures, mon cher Rolly. Je te rappelle par ton nom de podcasteur. On n'avait pas de... Non, on n'avait pas de questions. Pas que je sache. J'ai regardé, j'ai re-regardé et non. En fait, s'il y avait une question en transpo, enfin, tu sais, quelqu'un nous a parlé de parler justement de Demetrius Johnson et soi-disant qu'il a parlé du kimono en rapport avec justement le MMA, mais j'ai pas retrouvé le bout, le bout d'interview où il en parle. Donc, j'ai pas pu l'évoquer. Mais bon, je pense qu'on a fait assez long quand même sur ce sujet-là. Bon, bah écoutez, il nous reste plus qu'à vous souhaiter bah, déjà de vous abonner, déjà. C'est le mec Le mec allait clôturer et il a de pris vous la voie, là.
de commenter, de mettre les 5 étoiles sur les plateformes de podcast. En tout cas, voilà, de la cloche des notifications pour toujours rester connecté et avoir l'information tout de suite quand un podcast sort. D'ailleurs, vous êtes très réactifs là-dessus. Des fois, à peine posté, je vois déjà 4-5 vues d'affilée directement et des likes. Donc, ça veut dire que déjà, merci de liker déjà avant même d'entendre le contenu. Ça veut dire que vous nous faites confiance. Ça, c'est quelque chose qui me marque. Tu sais, quand tu viens de poster et qu'au bout d'une minute, tu as déjà des likes, ça veut dire que les gens sont contents de te voir et C'est ça. bien d'avoir le contenu. Donc, c'est que vous avez confiance dans le contenu qu'on va vous Et donner. puis arrivé à la moitié du podcast, ils retirent leur like. Ils mettent Ah, un. c'est de la merde. C'est de la merde. J'ai pas été poussé jusque-là l'analyse. En tout cas, merci à tous. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut.